pourquoi s'interdire les choses? Notre rêve à nous, c'est de devenir Hermès dans 200 ans. Ça a commencé par une couleur, le bleu Sahara, qui est un bleu canard qu'on a déposé. Tu me disais, on a créé des couleurs. Oui, une dizaine de couleurs qui n'existent pas. J'ai créé une agence d'architecture d'intérieur qui est devenue Maison Sarah Lavoine. Aujourd'hui, on a à peu près 120 personnes collaborateurs, 150 points de vente dans le monde. Il faut garder les bonnes boutiques aux bons emplacements. T'es pas obligé d'en avoir à chaque coin de rue, mais il en faut quand même. Aujourd'hui, t'en as, tu m'as dit 20 ? 20 Retail pèse 70% du chiffre. Waouh. Tu te dis, quitte à vivre dans du petit, autant vivre dans du beau, petit. Oui, on prend un chantier de A à Z. Le plus gros, c'est L'Oréal que t'es fait ? Oui, quand même, 45 000 m² de bureau. Crée sans limite, ne laisse jamais la peur freiner ton imagination. Donc prends soin de toi aussi, parce que le chemin va être intense. Là-dessus, tu joues au Scrabble en ligne. Ouais, en vrai aussi, mais... On enregistre, je te préviens. Avec qui tu joues au Scrabble en ligne ? Avec des amis. Avec des amis ? Ouais. Avec tes enfants, non ? Ils te demandent... Non, pas du tout, j'ai pas réussi à les mettre au Scrabble encore. J'aimerais bien. C'est quand même assez drôle parce qu'en fait, toutes les générations se sont mises à jouer en ligne finalement, quoi. Moi, je préfère jouer en vrai. Mais quand dans un taxi, j'ai pas de Scrabble sous la main. Tu bats tout le monde au Scrabble ou pas ? J'aime bien gagner. C'est un vrai sport technique, on peut appeler un sport, mais c'est vraiment super technique le Scrabble. En fait. Mais j'ai des amis qui aiment jouer pour mettre des jolis mots. Moi, j'aime faire du point à gagner. Mais oui, c'est ça. Le joli mot, on s'en fout. On n'est pas là pour faire de l'esprit au Scrabble. Exactement. On est là pour faire des puntos. Exactement. C'est quoi ton mot préféré au Scrabble ? Celui qui me rapporte le plus. T'en as pas un ou deux là qui te... Non, je sais pas. Il faut savoir placer les X, les Z, les W, tu vois. Voilà, donc... ça me détend, en tout cas. Ça te détend. Et tu joues au milieu de la nuit Ouais, je peux. Okay. C'est pas l'appli Scrabble, d'ailleurs, c'est une autre. C'est Scrabble Go. Ah, Scrabble Go. Ouais, enfin, fais pas de pub. Mais... On s'en fout, on peut faire de la publicité. Ok, très bien. Ouais, surtout faire de la pub pour Maison Sarah Lavoine. Bah oui, j'espère. Pas de la pub, pour ceux qui nous écoutent. Ils vont se dire que je suis payé pour cet épisode, mais... Pas du tout. J'ai pas les moyens. Sarah Poniatowski, bienvenue sur Génération Do It Yourself. On va parler de création, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de mobilier, de design, d'architecture, d'intérieur, de vêtements, de nouvelles aventures aussi, parce que ton entreprise Maison Sarah Lavoine a eu un gros vent de renouveau, il y a 2-3 ans maintenant, aussi avec un nouvel actionnaire et de nouvelles ambitions, en tout cas ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Et on va parler de ton livre aussi. Mais avant tout ça, si tu veux bien, je te propose de te présenter. Ok. Jusqu'où je me présente? Comment je me présente? Jusqu'où tu veux. Vas-y. Je m'appelle Sarah Poniatowski. J'ai 51 ans. Je suis mère de 3 enfants. J'ai créé la Maison Sarah Lavoine en 2002. Enfin non, j'ai créé Sarah Lavoine en 2002, qui est une agence d'architecture d'intérieur. Et la marque en 2012, qui est devenue Maison Sarah Lavoine. Voilà. Aujourd'hui, on a à peu près 120 personnes collaborateurs, 20 boutiques en propre, 150 points de vente dans le monde, une quinzaine d'architectes d'intérieur pour lesquels on continue à faire. C'est quand même mon ADN au départ, c'est l'archi d'intérieur. Donc, des bureaux, des hôtels, des restaurants, du résidentiel, un peu tout. Donc ça, c'est amusant. Et voilà, que dire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? que j'aime quoi? Que j'aime le bassin d'Arcachon. J'aime le bassin d'Arcachon, le Maroc, les voyages, l'art, l'art contemporain. J'aime m'inspirer de tout. Je suis curieuse, je regarde ce qui se passe partout et j'observe. Voilà. Et ça m'aide à créer. C'est venu d'où, Sarah Lavoine, avant Maison Sarah Lavoine? Je veux dire, comment tu t'es lancée là-dedans? Ma mère est décoratrice, donc j'ai quand même grandi dans un univers, dans cet univers-là. Et mon père était patron de presse, donc c'est vrai que on m'a éduqué mon œil au beau, en fait. Que ça soit à travers des voyages, à travers l'art, à travers des maisons ou des appartements. Donc j'ai eu cette sensibilité-là très très jeune. En revanche, je ne sais pas du tout ce que je voulais faire au départ. Je voulais être comédienne. Donc je suis partie à New York prendre des cours de théâtre. C'était la liberté d'arriver à 19 ans à New York toute seule. C'était assez génial, je dois dire. Moi, je travaillais le soir dans les restaurants, je faisais le vestiaire et tout. Ouais, ça me payait ma vie là-bas. Et la journée, j'avais des cours de théâtre. Okay. Je suis rentrée à Paris à 20 ans.
Et je me suis dit, bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment pour moi. En fait, j'étais trop timide, je sais pas, ça me stressait. Et j'ai rencontré le père de mes enfants, qui allait devenir le futur père de mes enfants, qui était un artiste reconnu. Et je me suis dit, bon, de toute façon, 2 dans la même famille, ça va être trop. 2 artistes. Ouais, c'était pas... Enfin, donc, c'était lui plus dans la lumière. Donc, j'ai fait autre chose. Je suis devenue lectrice dans une boîte de prod pendant 2 ans. Je lisais des scripts, et je faisais des fiches, des lectures. J'ai fait un peu de psycho, un peu de philo. Voilà, je faisais plein de choses différentes. Lectrice, donc on reçoit des scripts, on les lit, et on dit c'est bien, pas bien, on y va pas, exactement. Faut aller plus loin. Ouais. Je passe la journée à lire, ce qui est assez sympa. Moi, j'adore lire, sauf que maintenant, en fait, j'ai cette déformation de lire trop vite. Et donc, donc je lis un peu en diagonale, forcément. Donc, parfois, j'oublie un peu trop. Donc, il faut que je me repose et je prenne plus de temps. Donc, voilà, je me suis mariée très jeune. Enfin, très jeune, j'avais 21 ans. J'ai eu un enfant à 24. Et quand j'ai eu ma fille, après, je me suis dit... Je sais pas pourquoi, en fait, comme je tournais tout le temps les meubles dans mes maisons, enfin mes appartements, j'avais besoin de cette névrose un peu de tout le temps déménager, de tout le temps faire, refaire. Et dès qu'il n'y avait plus rien à faire dans l'intérieur, je m'ennuyais. Voilà. Donc j'avais besoin de bouger. Et donc un matin, j'ai appelé ma mère et j'ai dit, écoute, voilà, j'aimerais bien travailler avec toi. Donc j'ai appris sur le tas avec elle. J'ai pas fait d'école. Je regrette aujourd'hui quand même parce que même si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait, c'est quand même mieux si vous faites une école. T'es sûre ? Bah, je suis sûre pour dessiner, pour faire des plans. Je suis pas autonome, j'ai besoin de quelqu'un avec moi. Aujourd'hui, il y a peut-être, pour certains, en tout cas très débrouillards, qui ont moins besoin de cadre, des alternatives en ligne. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Tu as des tutos. Aujourd'hui, je pense que tu as plein d'applis, mais à l'époque, si je savais même servir d'AutoCAD ou de ces logiciels qui sont quand même assez complexes, pour l'archi, je serais beaucoup plus... j'aurais besoin de personne. Si j'étais une petite équipe, après, quand tu grandis, tu as besoin de gens, quoi qu'il arrive. Et puis, je trouve qu'on est meilleur à plusieurs. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça ne m'a pas empêché de faire ce que j'avais envie de faire. Mais quand j'ai été, il n'y a pas longtemps, je suis allée au diplôme de fin d'année de Penningen, de cette école, par exemple, parce que j'ai des amis dont les enfants... Rue du Dragon. Voilà. Franchement, c'est fantastique. C'est une école tellement créative et qui t'apporte énormément. Donc... peut-être ça m'aurait apporté plus, j'en sais rien. En tout cas, je n'ai pas fait d'école. Donc, j'ai bossé avec ma mère pendant 2 ans sur les chantiers. J'ai appris avec elle. Et ta mère, elle avait... elle avait une petite agence d'archi. C'était 3-4 ou c'était un gros truc, c'est non, très renommé? Plutôt 3-4, mais elle a toujours travaillé, elle continue à travailler d'ailleurs. Et vous êtes concurrents? Ouais. On est concurrents, mais et non. Et puis elle est cliente chez moi, surtout. Elle met beaucoup de mes objets, de mes meubles sur ses chantiers. Pendant 2 ans, ce qui était très intéressant. Après, j'ai travaillé pendant 2 ans chez un autre ami architecte d'intérieur, un peu plus jeune, donc un peu plus proche aussi, je pense, de ma sensibilité et de mon goût. Donc ça m'a permis d'apprendre. Et un jour, j'ai monté ma boîte. Voilà. Comment on définit l'architecture d'intérieur? Ça va de où à où, en fait? Ça concerne tout ce qui tu mets à l'intérieur, mais quand on fait des chantiers, par exemple, de construction ou des maisons, un appartement, l'intérieur reste un intérieur. Tu ne vas pas transformer un bâtiment. Mais quand vraiment on fait une maison, qu'on construit une maison, c'est un vrai lien avec l'architecte. On travaille vraiment ensemble pour que ce qui se passe à l'intérieur résonne avec l'extérieur et vice-versa, ou pour apporter de l'extérieur à l'intérieur, qu'il y a un respect de tout cet environnement-là. Donc c'est des volumes, c'est des matériaux. Moi, je n'aime pas prendre un chantier si on ne peut pas travailler jusqu'au bout, dès le départ, surtout, en fait, sur le volume, sur les matériaux c'est pas que du mobilier, en fait. Oui, non, mais je vois. Non, mais en fait, si je te pose cette question, c'est pour avoir travaillé plusieurs fois, fait plusieurs appartements ou pas mal de bureaux aussi, etc. Je trouve que la limite entre l'architecte d'intérieur, parfois même, je sais pas ce qu'il y a après, mais un décorateur, c'est ce que j'allais dire, elle n'est pas toujours évidente. C'est-à-dire je ne sais pas si elle est market practice ou si c'est à chacun qui choisit, mais de temps en temps, on m'a dit non, ça, c'est pas mon job, c'est le job du décorateur, ça, c'est pas mon job, c'est le job de l'architecte. Et à un moment, j'avais l'imprestion que tout le monde, c'était le job de personne. Il fait chaud chez toi. Il fait très chaud. Ouais. Je peux juste enlever bien sûr. Et donc... Quand même, je trouve que c'est assez défini. Entre un architecte déjà et un architecte d'intérieur, il y a des règles, il y a des lois. Moi, je ne peux pas toucher à des murs porteurs. Je peux pas toucher. Moi, je peux toucher à rien parce que je n'ai pas de diplôme.
déjà. Mais mes équipes, en tout cas. Donc voilà, quand tu construis une maison, là j'ai construit une maison au Maroc. Ça a été un vrai travail à 4 mains avec l'architecte. C'est-à-dire que moi, je la voyais ce que je voulais dans ma tête, mais j'avais besoin d'un architecte quand même pour la dessiner et pour la mettre en volume. Mais l'architecte d'intérieur, il a un diplôme ? Ouais. Ok. Ouais. Qui lui permet de faire des choses que tu ne peux pas faire quand tu n'as pas de diplôme ? À part te déclarer peut-être architecte d'intérieur. Non. Non, je pense pas. Ok. Et le décorateur, donc derrière, c'est l'architecte d'intérieur. Il est décorateur, l'architecte d'intérieur. Ouais. C'est il n'y a pas vraiment de différence. Et après, il y a l'entrepreneur, sinon. Alors. Donc celui qui fait et qui exécute. Ça, oui. C'est encore un autre job, mais ce qui est là où je te pose cette question, c'est qu'à un moment, on te dit, bon, oui, non, mais ça, acheter les interrupteurs ou faire ce truc, c'est pas mon job, tu vois. Nous, c'est notre job. Ok. De tout, on prend un chantier de A à Z. On va pas dire au client, tu te démerdes avec tu te débrouilles avec ton... Non, jusqu'aux finitions. Et donc puis c'est même toi qui choisis l'entrepreneur ? C'est plus facile pour nous de travailler avec des équipes qu'on connaît, parce qu'on les maîtrise. Si tu veux faire un appart avec moi et que tu me dis, j'ai mon entrepreneur, il est génial et tout ça, je dis, ok, mais après, moi, je maîtrise pas ces délais, ces choses, je sais pas comment il travaille. Donc c'est vrai que on est plus en confiance quand on travaille avec des équipes qu'on connaît déjà. Et en revanche, tu fais pas ça in-house, ce sont pas tes équipes, tu fais pas de travaux. Non, on n'a pas intérieur. Ouais, c'est vraiment un autre job, je pense. Ouais. Parce que, en revanche, quand on fait des hôtels ou des grands bureaux, on avait fait L'Oréal, par exemple, 45 000 m² de bureau pour L'Oréal. J'ai vu ça, incroyable. Le siège, hein. Ouais, L'Oréal Luxe. C'est des appels d'offres presque publics. Enfin, donc c'est vraiment des équipes qu'on ne connaît même pas. Là, c'est eux qui gèrent. Nous, on fait de la conception, mais on ne fait pas de réalisation. Donc, il y a plein de schémas différents entre faire un appartement, faire des immeubles, faire des choses. Tu fais encore des appartements ? Ouais, bien sûr. Là, on vient de faire un très bel appartement dans le 8e, à Paris. Je fais des maisons aussi, maisons de campagne, maisons au bord de la mer, maisons... Il y a un minimum quand même, j'imagine. Si j'arrive avec mon studio, qui demande de le faire, tu le fais ? Oui, bien sûr. Ah ouais ? Là, je sais pas, c'est une aventure humaine. Donc moi, avant tout, il faut que ça se passe bien et que c'est du temps long, l'archi. Donc si on s'entend bien et qu'on aime bosser ensemble, bien sûr, même si tu as un petit studio, et que c'est très sympa à faire. La semaine dernière, dans ce studio, sur mon autre podcast qui s'appelle La Martingale, j'ai enregistré avec un entrepreneur qui monte une boîte dans les sortes de tiny studios. En fait, il refait des studios de 9 à 11, 12 mètres carrés. Ouais. Ce qu'il dit, en fait, finalement, ce sont des endroits qui existent. Il y a plus de 100 000 chambres de bonne. En fait, c'est des chambres de bonne, principalement à Paris. Comment il s'appelle ? Thierry Vignal. J'en ai rencontré 2 l'autre jour pour ma Design Week qui faisaient ça aussi, genre des 15 mètres carrés. Ouais, lui, il est plutôt... Pour lui, 15 mètres carrés, c'est grand, en fait. Tu vois, il est vraiment sur les... Et le fondateur d'une boîte qui s'appelait Mastéo, qui s'est bien planté. D'ailleurs, on a évoqué ça aussi un peu, et sa gestion de tout ça. Et Thierry me racontait, il me montrait un peu les designs de ce qu'il faisait. Alors, il va chercher des designers de yachts, des Japonais, tu sais, qui font leur micro-trucs. Et c'est vrai que tu te dis... mais quitte à vivre dans du petit, autant vivre dans du beau petit, quoi, tu vois. Oui. Tu travailles comme une cabine de bateau, j'imagine. Et après, il les revend ou il les loue ? Il les loue. Comme les gens que j'ai rencontrés. C'est tout un concept, ouais. C'est un bon format, je trouve. En gros, j'ai découvert un peu dans cet épisode que ça te donne 2 choix quand t'as pas forcément les moyens pour les grosses agglomérations, enfin Paris principalement. C'est intéressant. Et soit tu vas loin, soit tu coupes des mètres carrés, soit tu fais plus petit. Et après, tu choisis ton camp, quoi. Et c'est vrai que moi, je me disais... Tant qu'à choisir, je choisirais plus petit, moi, plutôt que... Oui, puis c'est des bons investissements, c'est plus facile d'investir dans les petits et d'en faire plusieurs, mais à réfléchir, c'est une idée. Et le plus gros, c'est L'Oréal que t'es fait ? Oui, quand même, 45 000 m² de bureau. Là, tu fais chaque pièce, on a tout fait. Franchement, ça va donner envie d'aller vivre dans leur bureau. Je disais, vous n'avez pas un peu de place pour nous ? Et c'était vraiment super intéressant. C'était un concours. On était petits à l'époque. On devait être 6 ou 7. Ouais. Tu dois décupler toutes les équipes au moins. Ils ont fait un audit de tout et tout. Et c'était. Donc, je sais pas, je reçois un mail. Au départ, je sais même pas comment on est arrivé sur ce concours. On était une dizaine d'archis. Et là, tout d'un coup, j'étais un peu en panique. Je ne sais même pas répondre à cet appel d'offres. On était beaucoup trop petits. Donc, j'ai appelé un archi que j'aime beaucoup, qui est un ami de mon père, qui s'appelle Jean-Michel Villemotte. Oui. Et je savais qu'il n'était pas sur le concours parce que lui a fait le siège de L'Oréal à Clichy. Et je lui ai dit, mais comment je fais, en fait, pour répondre à ça ? Il m'a dit, écoute, appelle telle personne à mon bureau, il va t'aider. Et ça a été vraiment j'aurais jamais réussi à le faire sans lui. Donc, il nous a aidés, parce que vraiment, il fallait construire
un organigramme de toute l'équipe, de tous les talents, du coût horaire de chaque personne. Enfin, bon, bref, je suis un audit de la boîte, quoi. Et on a passé les étapes, hein, et on a fini en finale, et on a gagné. T'as fait un oral? Ouais, ouais, c'était hyper stressant. Il y a eu plusieurs étapes, et au final, on a gagné. Et donc, Jean-Michel était la première personne que j'ai appelée pour dire qu'on avait gagné, parce que c'était quand même grâce à lui. Mais c'était très stressant, oui. Donc ça, c'est le plus gros. Mais enfin, on fait encore des gros chantiers. Là, on vient de finir le siège social de Covivio, qui est la plus grosse foncière immobilière en France. On a fait un immeuble patrimoine ici aussi pour eux, qui doit faire 10 000 mètres carrés. Incroyable. Donc, on fait pas mal de choses. On a fait à Saint-Ouen, le village des Rosiers, pour BNP. On a fait tous les halls et parties communes de tous les immeubles. Et ça, c'est assez sympa à faire parce que finalement, c'est important de rentrer dans ton immeuble et que le hall soit joli et que les couloirs aussi soient jolis. C'est pas que l'intérieur des appartements. Tu sais que j'ai une cousine, Pauline Cabouret, qui a refait mon appart, en l'occurrence, qui est architecte. Ouais. Et à un moment, je sais pas si elle fait encore ça. Alors, elle nous écoute probablement parce qu'elle écoute Génération Do It Yourself en tondant sa pelouse sur son tracteur souvent. Et à un moment, elle s'était spécialisée dans les halls d'immeubles. Ah bah elle faisait que ça. Ouais. Et je trouvais ça hyper intéressant pour un archi. Mais c'est super intéressant. Et ben moi, j'y pense à chaque fois que je rentre chez moi, je me dis c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Beaucoup mieux. Donc ça, on en a fait pas mal. Et c'est un bon créneau parce que c'est pas trop chronophage aussi. Et je trouve que c'est très intéressant de travailler là-dessus. Donc on en a fait à Lyon aussi pour un gros programme immobilier pour OGIC. Donc voilà, tu bosses avec les promoteurs, tu bosses avec des particuliers, tu bosses avec plein de gens, des hôteliers, des restaurateurs. Qu'est-ce que tu préfères dans tout ce que tu fais aujourd'hui ? Ce que je préfère, c'est toute la partie créative. Quand tu es chef d'entreprise, ce qui devient lourd après, c'est les RH ou tous les côtés. On a un gros bateau là maintenant, pas si simple. Mais ce que je préfère, c'est quand tu penses à un projet. Enfin, ça m'empêche de dormir. J'en rêve la nuit, je me réveille à 6h du matin. J'ai alors voilà, je sais pas pourquoi c'est la nuit où ça se passe. Donc je dors pas beaucoup, mais c'est là où je suis le plus créatif, je crois. Tu dors combien ? Je sais pas, 5 heures, enfin 4-5 heures, mais je me rendors, je me réveille, j'arrive plus à dormir d'une traite. Et du coup, tu dessines, tu écris, tes idées ? Je ne sais pas dessiner, si tu m'as écouté. Mais je sais, non, mais je pensais que tu savais peut-être faire au moins des croquis ou des choses. Je dessine comme une enfant de maternelle. Ça, tu peux pas apprendre aujourd'hui, tu crois ? J'ai pas le temps, franchement, j'ai pas le temps. Ah, c'est relou. Mais donc, j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ce que je veux. Et en général, ils comprennent bien, quand même. Donc, oui, mais c'est vrai que c'est relou parce que je suis pas du tout autonome. T'as pas peur de perdre ces idées la nuit, là, celles que t'as eues Non, parce que je le note. Non, j'ai pas peur. Mais c'est vrai que... C'est Arthur Benzaken récemment, tu vois qui c'est Oui, on est très copains. Ah, je savais pas. Moi, qui m'a dit, Arthur, de toute façon, les idées que tu oublies valaient pas la peine d'être retenues. Oui, je trouve ça assez intéressant. Il a raison. On t'a dit que tes chaises n'étaient pas du tout confortables ou pas ? Mais Écoute... Pardon, hein, mais c'est mon boulot. Les deux pieds en avant, carton rouge, Mathieu. Mais parce qu'on passe beaucoup de temps dessus. C'est vrai. Mais ça serait un petit quart d'heure, 20 minutes de podcast. Tu sais que ça fait allez, c'est pas 8 ans que j'enregistre ici, mais 6-7 ans. En fait, c'est la première fois qu'on me le dit, mais je pense que beaucoup de gens l'ont pensé. Oui, parce que c'est pas comme c'est un petit peu, on passe du temps. On va pouvoir faire des choses. Alors, ce qu'il faudrait, c'est un truc qui... pas comment me tenir, en fait. Qui tient, moi je me tiens droit, tu vois, ma mère m'a appris. Tiens-toi droit, Sarah. Ok, je me tiens droite. J'aime bien avoir une conversation et d'être confortable. Non, mais t'as raison. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment, on a essayé des sièges qui étaient un peu plus soft, un peu plus... Mais en fait, souvent, ça grince, tu vois ce que je veux dire ? Il faut trouver un truc qui est... Mais on va y réfléchir. On va faire un truc ensemble. Je vais prendre les conseils d'une des meilleures. Et d'ailleurs, en venant là-dessus, quand j'ai vu que tu avais créé Maison Sarah Lavoine en 2012, moi, je pense que j'ai découvert à peu près ta boîte, ta marque, en 2013-2014, parce qu'à l'époque, je refaisais des bureaux dans le centre de Paris, Étienne Marcel. Et je me dis, c'est fou quand même que tu aies réussi à être aussi connu aussi vite. Je veux dire, moi, je suis pas du tout du milieu. Tu me demandes de citer 3 ou 4 autres maisons de déco, je peux peut-être 2, 3, mais pas 10. Des designers, si. Tu cites Stark, tu oui, cites... bien sûr, mais pas tant que ça. Ouais. Et toi, 2 ans après ta création... mais parce que c'est une marque qui est incarnée. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de marques incarnées aujourd'hui. Enfin, je pense, en France, tu as des modèles différents, mais tu as ou des archis d'intérieur, qui peuvent maintenant de plus en plus éditer aussi leur mobilier, mais d'une certaine façon,
pas en créant une marque forcément, juste avec un showroom. Bon, il y a eu Liègre quand même qui a fait ce modèle-là, mais ce modèle de retail comme on peut avoir nous, avec une marque incarnée et en même temps un studio d'archi qui fait plein de projets, ça n'existait pas tellement en fait. Donc peut-être c'est pour ça, je sais pas. Et puis je me donne beaucoup, je donne beaucoup de temps à la presse et la presse me le rend bien, hein, je dois dire. Et en tant que presse professionnelle et aussi presse féminine. Ouais. Je fais une femme et que la marque, elle a vachement évolué aussi sur le côté lifestyle global. Donc on fait de la mode, prêt-à-porter, des lunettes de soleil, des baskets, maroquinerie. Donc c'est vrai que j'incarne beaucoup la marque. Et quand je fais des couvertures du L ou des choses comme ça rend plus populaire que si tu vois ça peut-être plus que si t'achetais un magazine de déco que tu n'achètes pas forcément. C'est vrai, mais au-delà de ça... Ça te met en lumière quand même beaucoup la marque. Ouais, non, mais clairement, je pense que ça y a joué énormément. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'au-delà de ça, tu as réussi à me donner envie de certains papiers peints, tu vois. Ah oui. Parce que, enfin, tu vois, pour moi, était pas... Mieux. Ouais, mais chapeau, je trouve ça vraiment... je me pose un peu la question de comment tu as réussi à faire ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu lances des choses, on regardait avec Clem tout à l'heure tu vois, toutes les éditions... tous les meubles que tu fais qui sont quand même somptueux et c'est vrai que en plus on reconnaît une patte quoi en fait. Ouais. C'est assez intéressant. Mais tu vois ça plaît, enfin de toute façon on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai que moi je plais à tout le monde, hein, j'ai réussi. Ouais, c'est bien, bravo. Moi pas, je crois. Par exemple on peut donner des noms ou pas? Ouais. Mais il y a un petit snobisme dans ce milieu parisien. Ah bon? Des archis, tu vois, et t'as la carte, t'as pas la carte. Bon, moi, je pense que comme j'ai pas de diplôme, j'ai pas de choses comme ça, parfois on me regardait un peu, bon, ok. Et puis finalement, avec le temps, tu gagnes en crédibilité, tu gagnes des prix. J'ai gagné le prix de la femme d'affaires de l'année Veuve Clicquot en 2017. Ouais. Donc ça tu vois, quand même, ça te crédibilise, Mais, par exemple, pour ne pas les citer, je magasine AD en France. Hein. Je n'existe pas. Okay. Sur 100 designers français, machin, chaque année, je ne suis jamais dedans. Jamais. Alors que le AD US, ou le AD, je ne sais plus quel pays, ils nous font des papiers, ils nous mettent en avant. Voilà. Donc, je n'ai pas la carte de AD, par exemple. Je suis trop femme L. Tu vois ? Oui, donc tu es finalement... trop populaire, trop un peu mainstream pour eux. Je ne suis pas assez chic. Tu es un peu comme Marc Lévy ou Joël Dicker. Ou Guillaume Musso. Ou Guillaume Musso. Voilà. Ouais. Mais bon, ça ne m'empêche pas de dormir. Non, peut-être que par moment, vaut mieux être Guillaume Musso ou Marc Lévy sous certains aspects. Non, mais moi, je préfère Nicolas Mathieu dans ce cas. Oui. Parce qu'il reste populaire et aussi tu vois, un très grand niveau. Je pense que Joël Dicker... oui, Joël Dicker, non, bien sûr. Mais voilà, certaines presses, après, je pense qu'avec le temps, ça viendra. Donc aujourd'hui, tu as 1 million de casquettes. C'est ça qui est quand même assez drôle. Mm-hmm. C'est qu'à la fois, en tant que personne, tu es... Alors déjà, tu incarnes, mais sous 2 noms différents. Oui. Ça, ça n'a pas été facile. On y reviendra, je pense, c'est intéressant. Mais aussi, tu me parlais de RH, tu es à la fois designer et chef d'entreprise. C'est toi la boss de... C'est moi la boss, mais j'ai un super associé. Enfin, j'ai des associés. D'abord, j'ai des actionnaires. Oui. Mais en opérationnel, j'ai un associé, Édouard Renevier, qui t'écoute tout le temps. Qui me dit, il faut que tu écoutes, trop bien. Donc, il adore. J'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, Édouard. Mais peut-être que lui aurait dû faire le podcast plus que moi, parce qu'il est plus business. Alors, j'aurais dit non. Parce que je n'en peux plus de ces associations où je n'ai que les hommes qui viennent. Vrai. Alors, Édouard, tu m'excuseras, on le fera plus tard, mais souvent on m'envoie les hommes. Il parle très bien. Ouais. Mais non, lui, il est un peu le... Enfin, j'aurais jamais développé sans lui. En fait, d'avoir un binôme, c'est très fort. Je te confirme. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a la création et puis il y a toute la gestion de l'entreprise. Et même si je suis au courant de tout ce qui se passe, et lui aussi, dans le côté design, il aime ça, donc il a un œil, il a un regard qui est important pour moi. Je ne vais pas créer un produit sans dire qu'est-ce que tu en penses. Tous les produits. Oui, on est ensemble dans les bureaux, donc ça va vite. Je dis qu'est-ce que tu en penses, t'aimes pas. Bon, après, on voit. On fait des paris parfois sur ce qui marche, sur ce qu'il aime, sur ce que j'aime, mais vous les équipes. Qu'est-ce qui m'a dit ici que tous les paris, il les perdait et qu'à chaque fois, c'était toujours les gens qui passaient dans les bureaux, voilà, et qu'en fait, le nez, tous les produits qui cartonnent, c'est jamais ce que tu penses. C'est drôle. Ah oui, non, écoute, moi, en général, j'ai un bon feeling encore. Okay. Des bonnes intuitions, mais oui, il se tape quand même toutes les galères. Okay. Ce que ce n'est pas tellement mon cas.
J'en ai d'autres. Mais voilà, je peux pas être partout. Je préfère ton job, du coup. Oui, moi aussi. Moi aussi. C'est avec lui donc que tu as créé Maison Sarah Lavoine, c'est ça? Donc tu es passé de Sarah Lavoine à Maison Sarah Lavoine. Ouais. Comment ça se passe? Comment vous vous êtes choisis? Comment ça s'est passé? On s'est choisis. En fait, je connaissais sa femme qui écrivait mon blog. À l'époque, il y avait des blogs. Voilà. Qui est journaliste d'ailleurs et qui créatrice de contenu. Je sais pas comment on dit. Journaliste en tout cas. Voilà. On a eu un petit débat sur les créateurs de contenu influenceurs juste avant le micro. Sur le terme. Ouais. Mais elle est journaliste d'éco. Bref. Okay. Et elle a écrit des bouquins super d'ailleurs qui marchent très bien. Toi et moi, Vert et toi, tu vois pas, je sais pas si tu vois ces bouquins en ce moment. Sur l'univers de la maison. Okay. Bref. Et donc, un jour, il m'a contacté parce qu'il avait une sorte de Pinterest français qui s'appelait Enjoy My Tribu. Voilà, okay. Tu vois. Il avait monté ça. Et il voulait que je fasse. J'ai pas très... Bon, je me souviens bien. Bref, on s'est rencontrés dans ma boutique rue Saint-Roch à l'étage. Et très sympathique. Et puis, il est arrivé, il a cassé un verre, il a cassé un truc, il était hyper maladroit, il est gaucher. Donc, je me dis, oh, c'est sympa. Bon, on s'est marré. Et c'est vraiment le moment où on commençait à grandir. J'avais donc l'agence d'archi. Je vais faire un point, mais tu as fait une analogie entre les maladroits et les gauchers, on est d'accord? Oui. Okay. C'est pas le droit. Non, ils sont beaucoup plus intelligents, les gauchers. Bon, un de mes fils est gaucher, okay. Mais il est gaucher. Bon, ça va, tu t'es bien rattrapé. On dit toujours, non, t'es pas un peu gaucher? Non. C'est parce que le monde est fait pour les droitiers. Ça. Exactement, voilà. Et tu es gaucher, donc. Donc c'est pour ça que tu fais partie des high level potentiels. Comme mon fils Milo. Mais tu m'as coupé. Voilà. Bref, donc c'est le moment où j'avais besoin de quelqu'un où je m'en sortais pas. Je faisais mes factures, mes machins, mes chantiers. J'allais ouvrir une deuxième boutique. Là, je me dis, bon, ça va pas, il faut que je trouve quelqu'un qui ait cette casquette un peu de... Bref. Et donc, je l'ai appelé, on s'est revu à mon bureau, cette fois, et il est arrivé, il a renversé tout son verre d'eau sur mes factures. Là, tu dis, c'est bon, c'est lui. C'est lui que je veux. Donc voilà, et puis il m'a dit, ouais, mais bon, ça m'intéresse, mais en même temps, j'ai ma boîte et tout, j'écoute... non, où on le fait vraiment ensemble, où ça marchera pas, tu peux pas avoir 2 jobs et pas être là à plein temps. Et donc voilà, il a décidé, et on est parti dans l'aventure, et depuis le départ, il prend cette boîte comme si c'était la sienne, donc voilà. Donc il a pris une participation capitale? Oui. Vous l'avez créée à ce moment-là? Oui, exactement. Ok. Ouais. Donc c'est ta boîte qui est devenue Maison Sarah Lavoine? Ouais. Ok. On avait Sarah Lavoine Studio, à Maison Sarah Lavoine. Et donc tu as tout transvasé là-dedans, y compris ton métier de... C'était pas juste l'édition, voilà. Non, tout, l'agence d'archi, tout est dans Maison Sarah Lavoine. Extra. Puis un jour, je m'appelle plus Sarah Lavoine. Et là, ça devient plus compliqué. Il y a eu un petit sujet, j'imagine, là-dessus. Il y a toujours, c'est-à-dire que les gens continuent à m'appeler Sarah Lavoine. Je dis non, mais moi je m'appelle Sarah Poniatowski. Et il y a la marque et le studio qui s'appelle Maison Sarah Lavoine. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors il y a, je pense, un côté bien dans tout ça. Mm-hmm. C'est que une incarnation trop forte d'une marque, c'est quelque chose qui a un coût. Enfin, je veux dire, en termes de revente un jour. Bien en fait, là aujourd'hui, il y a une personne, c'est Sarah Poniatowski, il y a une marque Sarah Lavoine. Exactement. Finalement, il y a quand même un petit lien entre les deux, quoi. Finalement, on m'a rendu service en m'empêchant de garder ce nom. T'as pas le droit de garder... Tu peux pas t'appeler... Non. Ok. En revanche, ta marque a le droit. Oui, c'est une marque. Jusqu'à... quand on veut. Oh bah non, la marque, c'est intouchable, c'est une marque. Okay. Non, ouais. Il y a eu un procès là-dessus? On a évité le procès, quand même. Okay. Ouais. Mais donc, j'ai repris mon nom. Donc au début, j'avais les 2 noms. Donc sur un bouquin précédent qui s'appelait Couleur Sarah, il y a marqué Sarah Poniatowski Lavoine. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que j'avais fait une interview pour Madame Figaro, et dans le même article, il y avait les 3 noms. Il y avait Sarah Lavoine, Sarah Poniatowski Lavoine et Sarah Poniatowski. Alors du coup, c'était complètement... Donc on s'est dit, non, pas une bonne idée. Donc je vais récupérer complètement mon nom de jeune fille, que j'aime et qui est très beau. Et, mais c'est compliqué, les gens continuent à me croiser dans la rue, ils connaissent plus Sarah Lavoine que Sarah Poniat. Poniat, t'as dit. Tu crées une nouvelle marque en plus. T'en as pas assez. C'est plus simple à écrire. Voilà, c'est plus court. Okay. Mais ça s'est posé la question, savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on change le nom de la marque? Donc on a appelé des gens un peu haut placés, spécialistes et qui ont l'habitude des grandes marques, dans des grands groupes. Je dis, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je l'appelle Maison Sarah tout court? Alors Maison Sarah, ça marchait pas parce qu'il y a Zara. Et non, mais je te donne un exemple. Non, mais t'as raison. J'ai vraiment pensé à se dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et
Et ils m'ont dit, mais non, mais si tu veux pas enlever ce nom, t'as créé une marque qui existe, tu vas pas te tirer une balle dans le pied aujourd'hui alors qu'elle existe. Et les rebranding, je crois que les gens se rendent pas compte du coût. C'est ça. Donc, on a gardé Maison Sarah Lavoine. Voilà. Et je m'appelle Sarah Poniatowski. Je pense que tu as bien fait en l'occurrence. Et puis après, en plus, la consonance qui doit être importante dans ton business plus français, Poniatowski, ça peut être plus international. Ouais. Ça reste quelque chose aussi d'important, je pense, dans ton univers, non, de création et d'intérieur. Oui, bien sûr. Et puis c'est un héritage d'un nom fort, dont je suis fière, celui de mon père. Je pense que c'est bien, finalement. Tout ça est un mal pour un bien. Ça fait partie de ma philosophie de vie, c'est que tout arrive pour le bon. En fait, il y a vraiment derrière quelque chose de bien. Ça s'est passé quand, tout ça? Mon divorce? Ouais. En 2018. Ok. Enfin, divorce en 2019. Divorce 2019, ok. Ça a été professionnellement beaucoup d'inquiétudes, je veux dire. Tout ça, c'est un truc qui t'a pesé énormément ou... Franchement, professionnellement, non. Personnellement, oui, mais professionnellement, non. Non. Franchement, non. Ça a été un peu compliqué de demander vraiment à toute la presse de me changer. Enfin, j'étais pas responsable quand la presse m'appelait Sarah Lavoine. Non. Oui. Parfois, ça existe encore. Un peu, ça se passe, mais de moins en moins quand même. C'est comme avec Constance Jablonski ici, quand je lui dis tu fais du champagne sans alcool, à chaque fois elle me reprend, elle me dit non, c'est pas du champagne, c'est du vin pétillant sans alcool. Je dis oui, bon, à la fois, moi j'ai le droit de le dire, je m'en fous. Toi, t'as pas le droit de le dire. Mais quelque part, tant que toi tu me dis je ne m'appelle pas Sarah Lavoine, je m'appelle Sarah, tu me l'as dit, c'est clair. Voilà. Non, puis c'est un nom qui est important pour moi. J'ai perdu mon père il y a pas longtemps. Mes enfants portent nos deux noms, ça depuis la naissance. Voilà, c'est de continuer un héritage familial comme ça, avec un joli nom. Vous êtes transparent sur les chiffres. J'ai lu quelque part qu'il y a 2 ans, j'ai lu 25 millions de chiffre d'affaires. Non, c'est un peu beaucoup ça, non? Enfin, on 23, devait être 23 ou 22, oui, je sais plus. En ce moment, c'est plus dur. Okay. On va pas se mentir que la période et la conjoncture est compliquée. Covid et tout ça, parce que c'est génial. Les gens sont enfermés chez eux, ils n'ont pas besoin de s'habiller, mais ils ont besoin de refaire leur maison. C'est vrai. Donc, secteur hyper porteur. C'est pour ça que tu t'es mis à faire des vêtements après. Non, mais tu déconnes, mais le prêt-à-porter aujourd'hui fait 13% de notre chiffre quand même. Incroyable. Alors que ça ne sera jamais une maison vouée être une maison de prêt-à-porter. Il y en a suffisamment. C'est 13% quasi en ligne en plus, non? Oui. En ligne dans nos propres boutiques. Okay, pas en revendeur, quasiment pas de revendeur sur le prêt-à-porter. Mais ça fait partie de l'univers de la maison. Voilà. Et après, crise immobilière, guerre, tout ce qui se passe, la conjoncture qu'on connaît, et politique et tout ça, et fait que la période est dure. J'ai vu que l'ameublement français avait envoyé une lettre à François Bayrou la semaine dernière en demandant de l'aide parce que en fait, ce secteur est à moins 20%. Donc, nous, on n'échappe pas à la règle. On doit être à moins 7, moins 8. Voilà, donc on se bat tous pour période un peu compliquée et aussi de revoir un peu le modèle parce que je suis pas convaincue que le modèle d'avoir une boutique à chaque coin de rue soit le bon modèle, économique en tout cas. Donc c'est de faire mieux, mais moins mais mieux en fait, et de développer encore plus le digital évidemment. Sauf que on fait pas mal de mobilier, pas mal de choses, donc voilà, la logistique n'est pas la même entre ton t-shirt que tu vas commander, mais quand même notre boutique digitale est la première boutique de toute la ça doit être la norme aujourd'hui pour la plupart des boutiques, d'avoir une boutique digitale numéro 1. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'en revanche, on sent au fur et à mesure même de mes podcasts, des gens que j'ai pu recevoir ici, que le retail, à un moment, avoir ses propres boutiques, c'était lourd. La grosse vague. Tout le monde voulait faire ça à fond parce qu'en fait, tu marges mieux, puis tu es visible et puis les gens passent. Puis là, chez toi, je veux dire, donc là, tu vois les coins de rue dans Paris, il y a des boutiques partout. Mais pas que Paris. Incroyable. Ouais. C'est à New York, il y a quelques temps, tu as des rues à Bigger Street, par exemple, il y a une rue géniale de communes. Tout était alloué, tout était vide. C'est vraiment angoissant. Mais je pense malgré tout que les gens ont quand même besoin d'y aller, ont besoin de boutiques. Tu le vois d'ailleurs avec des marques extrêmement digitales, elles ouvrent des boutiques. Des Cézanne, des choses comme ça, ils ont des boutiques. Donc, oui, mais Cézanne, c'est là où il faut faire attention parce que si je ne m'abuse, Cézanne, alors j'allais dire 1 milliard, c'est la valo, je ne sais pas en termes de chiffre d'affaires, mais c'est stratosphérique. Je veux dire, qu'ils ouvrent des boutiques, si toi tu fais 20 fois de moins de chiffre d'affaires, il faut faire attention parce que ça peut être un faux ami, tu vois. Bien sûr, ça pèse lourd. Donc, il faut garder les bonnes boutiques aux bons emplacements. Tu n'es pas obligé d'en avoir à chaque coin de rue. Mais il en faut quand même.
Aujourd'hui, t'en as, tu m'as dit 20 ? On va. 20. Et ça représente quoi ton chiffre d'affaires, tu sais ? Bah quand même, retail pèse 70% du chiffre. Waouh. Tu vois. 70%, c'est votre propre réseau de distribution. Ouais. Mais avec le digital dedans. Ok, Ouais. ok. Ouais. Et la boutique rue Saint-Roch, Ouais. c'est la première, toujours, Ouais, c'est la juste première. derrière. Ouais, c'est la première. Après, il y a la rue du Bac. Après, il y a peut-être Place des Victoires, qui est notre flagship. Passy aussi, qui est une super boutique. Et puis Bordeaux, un endroit calme, Place des Quinconces. Biarritz, qui marche très bien. Ok. Lyon, Lille, Nice, Aix. Tu les as toutes faites ? Ouais. Ok. Ouais, bien sûr. Ah bah oui, c'est quand même. Non, mais c'est Et là puis des corners, tu vois, dans les printemps, dans les Galeries Lafayette. Et l'international, c'est gros ? Alors c'est gros à travers des revendeurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, nos propres boutiques encore internationales, à part à Bruxelles et au Luxembourg. Mais on a à peu près une centaine, 120 points de vente dans le monde. Donc ouais, c'est bien, une bonne représentation. Et pas à Genève ? Alors à Genève, on est chez Globus. Ok. Voilà. Et on travaille très bien en Suisse. De là à ouvrir en propre, je sais pas. Donc pour l'instant, tant qu'on a des bons partenaires, c'est bien aussi. C'est des bons tests aussi avant d'ouvrir les pays, de voir comment ça marche. Tu as déjà fermé des boutiques ? Là, on va revoir un peu certaines choses pour renforcer la marque et différemment. Donc on va fermer Saint-Roch, par exemple. Qui est triste parce que c'est ma première boutique que j'adore. Fermé. Fermé. Parce que, en fait, le quartier, moi j'y vis depuis 30 ans, il n'y a plus personne. En fait. Tu peux plus accéder, les rues sont fermées à voiture, tu arrives à rue Saint-Honoré, hop, tu pars à droite, tu pars à gauche, tu sais même plus dans quel sens tu vas. C'est vrai que les rares fois où j'y Rue de vais... Rivoli, tu peux plus y aller. Enfin, tu peux plus accéder au centre de Paris, c'est compliqué. Et ils font la même chose dans Lyon aussi. Le centre de Lyon va être plus accessible. Et nous, une fois de plus, on vend beaucoup de meubles, beaucoup de choses, donc les gens ont besoin de venir en voiture. Donc voilà, il faut repenser différemment nos emplacements. Oui, ce sera pour d'autres types de business peut-être. Mais rue de Saint-Honoré, en bas de chez moi, donc à l'angle de Saint-Roch, il n'y a que du parfum. Oui. Ça devient un peu déprimant. Je sais pas si tu vois, mais que des parfums. Non, mais c'est sûr que... Donc tu dis, sur chaque trottoir, ils ouvrent tous les jours, il y a une nouvelle boutique de parfums qui arrive. Bon, voilà, très bien, mais ça manque un peu de vie. Enfin, voilà. On va avoir des rues monocommerce, ouais, un peu comme c'est ça. Bizarre. Un peu déprimant. Ouais. Ça donne envie de bouger, d'aller ailleurs. La rue de Lévis, à côté, il n'y a que des boulangeries. Tu vois. C'est pas mal. Au moins, tu as des boulangeries. Moi, j'ai même plus une boulangerie dans mon quartier. Donc, c'est trop cher. Après, tu vas avoir la baguette à 4 €. C'est compliqué. Quoi. À moins d'être Cédric Grolet, c'est pas mal. Tout il y a la queue. Tu prends. C'est vrai. Il fait partie de ces gens comme Cézanne où il y a la queue devant ses boutiques. Ah ouais. Moi, je passe devant tous les matins. Entre chez moi et mon bureau. Je passe devant l'avenue de l'Opéra. Le monde pour acheter un croissant. Je n'ai pas vu ça, non. J'aimerais bien. Il faut que je fasse un hit. Ça va venir. Je visualise. Tu visualises. Ça a commencé par quel objet, Maison Sarah Lavoine ? Quelle est ta première... Alors, ça a commencé par une couleur. Une couleur, oui, je la vois. Le bleu Sarah, qui est un bleu canard. Que tu as déposé depuis. Oui, qu'on a déposé, effectivement. Et donc, à partir de cette couleur, je l'avais contacté une boîte française qui fait de la céramique et des arts de la table qui s'appelle Jars, qui est une très belle maison. Et on a fait un service d'art de la table. On a fait des assiettes, une collection qui s'appelait Sicilia. Et ça, voilà, c'était notre première production propre. Parce qu'avant, rue Saint-Roch, par exemple, ou même rue du Bac, je faisais mes canapés, je faisais des choses comme ça. Et puis après, je faisais de la sélection. J'allais à Maison et Objets, qui est en ce moment, par exemple, où j'allais en Inde, je faisais des voyages, et j'allais chercher que des choses que j'aimais dans les marques que j'aimais, ou trouver des petites marques qu'on ne connaissait pas forcément. Et je faisais de l'achat. Ok, mais tu ne revendais pas toute ta marque. Non, je dessinais pas tout. Et maintenant, on dessine tout, bien que j'ai quand même très envie de revenir aussi un peu à ce modèle de pouvoir faire du sourcing, d'acheter des choses qu'on ne connaît pas trop et de les mélanger à ma marque. Parce que je pense que c'est important quand je fais un chantier, par exemple, c'est jamais du total look Maison Sarah Lavoine. C'est du vintage, c'est la commode de ta grand-mère qui sera mélangée avec un miroir. Je sais pas, voilà, c'est jamais du total look. Donc je pense que c'est important dans nos boutiques que ça reflète aussi ça. Comment on garde un style sur la durée ? Je pense que ce qui est difficile dans vos métiers, c'est que, tu vois, quand on regarde pas mal de tes meubles, il y a une patte quand même un peu vintage qu'on doit pouvoir retrouver dans des meubles peut-être des années
70 ou 60, tu vois ce que je veux dire, sur tes buffets ou des choses comme ça. Moi, quand j'ai grandi, en fait, j'ai l'impression que dans les années 90, ce qui était à la mode, c'était des meubles Empire, tu vois, des trucs un peu... tu crois? Je sais pas. Moi, j'aurais dit plus du liègre, tu vois, un truc un peu taupe. Cette époque où tout le monde, c'était tout taupe chez tout le monde, avec du bois foncé, avec du Wenge. Moi, j'ai grandi là-dedans, j'ai l'impression plus. Le Wenge, c'est vrai que c'est... Il y avait une mode comme ça. Mais il y a des trucs comme ça, tu vois, dans les maisons de vente aux enchères, en tout cas, tous les... Ça vaut plus rien aujourd'hui. Tu dis, ouais, mais genre zéro. Zéro. C'est les années 50, 60 qui ont repris tu vois, tous les designers que moi j'adore, hein, de Jeanne Ray, de Perriand, de Corbusier, enfin, toutes ces époques-là, qui sont magnifiques et qui coûtent très cher aujourd'hui. Après, je sais pas si ça va passer de mode à nouveau. De toute façon, c'est un perpétuel recommencement. Donc, les styles, là, aujourd'hui, il y avait quand même une grande mode années 50-60. Là, on arrive au moment des années 70. On verra ce qui reste des années 80-90. Ou alors, je sais pas, est-ce qu'il y aura un style aussi 2020? J'en sais rien. Je suis pas sûre. On verra peut-être que... Un renouvellement permanent. Mais est-ce que tu... Mais comment on garde une identité, c'était ça ta question. En tout cas, c'est important de se renouveler, mais en gardant son ADN. Donc le mien, c'est... il y a quand même la couleur dedans. Il y a le confort, il y a l'idée de se sentir bien chez soi. En fait, moi, tout ce que je fais, c'est pour faire en sorte que quand tu rentres chez toi, ou que tu arrives dans ton bureau, ou que tu arrives pour déjeuner ou dîner à un restaurant, tu sens un lieu où il y a une âme, où tu te sens bien tout de suite. C'est pour ça que j'ai un peu mal aux fesses sur ta chaise. Tu veux un coussin? Mais tu vois, de confort, voilà, que tu sois dans un cocon, une sorte de lieu où tu te sens bien, où tu es heureux d'y aller, de retourner. Il y a des meubles ou des dessins que tu as fait où tu es revenu sur des trucs où tu t'étais dit jamais je ferais ça. Tu vois la Crocs, quoi. Tu vois, la Crocs, en ce moment, il y a quand même plein de gens qui portent des Crocs. C'est ça. Et t'en portes, toi? Non, mais je suis pas prêt, mais ça se trouve... j'ai fait ça sur la Birkenstock, tu vois. J'ai eu un moment où j'ai porté des Birkenstock. Je comprends. Et où je pense que 10 ans avant, je me suis dit, mais mec, mais dans ta vie, jamais, mais même pas un jour. Je peux te le jurer, je le sens de mes veines, quoi, tu vois. Oui, non, parce que c'est quand même ce que moi je fais, je pense, ce qu'on fait, on est assez intemporel. L'idée, c'est quand même que plus ça se patine, plus ça soit beau et que ça se démode pas. Même dans la prêt-à-porter qu'on fait, c'est vraiment d'ailleurs des collections assez courtes, assez petites, où c'est plus la matière qui compte, la qualité, le détail qui fait la différence, mais que tu pourras porter dans 20 ans ou dans 10 ans. Moi, dans mon placard, j'ai des vieilles vestes Eddie Slimane quand il était chez Dior, donc il y a, je pense, au moins 20 ans, ça n'a pas bougé. En revanche, mais Eddie Slimane, typiquement, je pourrais dire, en ce moment... du peu que je connaisse de la mode homme, hein, mais c'était vraiment une mode très marquée. C'est un des premiers à avoir mis des vêtements très très près du corps, etc. Ce qui a eu son temps, mais ce qui est vraiment plus du tout, je veux dire, à la mode aussi. Comme ça en ce moment. Oui, après quand il était chez Saint Laurent, mais c'est vrai que moi, par ma veste Dior, c'était un costard d'homme. Je faisais pas de femme à l'époque, et je la mets, elle est canon. Tu vois, donc mon idée à moi, notre idée, c'est vraiment de faire ça, d'avoir quand tu pars en week-end, j'imagine que tu as tes 2-3 jeans préférés dans un placard où tu en as peut-être 8, tes bons t-shirts blancs, au plus. tu vois, ton bon cachemire, ton bon pull noir que tu vas prendre, tu vas d'avoir. Moi, je sais que j'ai 2 jeans que je préfère, sur les mêmes, t'as beau avoir des placards remplis, finalement. Donc voilà, c'est d'avoir des essentiels dans cette qualité-là, et je pense que c'est pareil pour la maison. Dans la maison, tu changes moins aussi. Alors ça, c'est un autre sujet. C'est que toi, tu changes toujours ta maison? Souvent. Là, je déménage, là. Ok. Ouais. Non, mais je veux dire, et quand t'es chez toi, ça peut t'arriver de regarder, de te dire, vas-y, on change tout. C'est ton job. C'est mon job. Donc oui, parce que c'est vrai qu'en plus, je montre mes maisons. C'est un peu mon job de montrer mes maisons. Donc j'ai intérêt à les faire bouger, à les faire évoluer. Et puis ça, tu peux le payer sur ta boîte. Non. Bah si, t'as le droit, c'est ton showroom, non? Ouais, non, parce que j'ai des showrooms. Mais en tout cas, je les montre, ou je les photographie. C'est important de partager ces univers-là. Non, parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a aussi des générations sur lesquelles, en fait, les maisons, tu vois, je sais pas, chez mes grands-parents, t'arrives dans leur maison... Rien n'a bougé depuis 30 ans. Bah ouais. Mais peut-être qu'en vieillissant, on a moins envie de changement, non? T'as moins envie de changement, toi? Moi, non. Mais par exemple, un de mes enfants, là, je lui dis on déménage, il me dit ah non. Je lui dis bah si, on déménage. Il voulait pas venir voir l'endroit. Je dis bah viens voir quand même. Ah non.
Oui, mais souvent alors c'est peut-être. C'est le dernier. Ouais, mais vous êtes depuis combien de temps dans la. Bah, c'est la première fois que je reste aussi longtemps, ça fait 8 ans. Normalement, je déménageais tous les 2 ans. Peut-être qu'il est un peu. C'est le dernier, il est un peu plus âgé, mais moi, déménager pour mes enfants, c'est un crève-cœur, mais de malade. C'est tous les souvenirs et tout. Ils te disent non, t'as pas compris en fait. Ouais. On va rester ici. Tu vas rester ici pour toute ta vie. Mais... et ma chambre ne va pas bouger. Moi, je suis hyper excitée, je pense qu'à ça. Et celui du milieu, j'ai 2 garçons qui vivent avec moi, il y va tous les jours aussi, à la part de voir les travaux avancer. Donc, ils sont très, très différents, c'est marrant. Il y en a un qui est vraiment comme moi, quoi. Les secrets des travaux, tiens, j'avais pas forcément vu, mais comment on fait un truc, comment on fait un chef-d'œuvre? Est-ce que tu as des secrets Bah, faut être sur le coup tout le temps, en fait. Enfin, le secret des travaux, c'est très angoissant pour plein de gens, les travaux. Hein. C'est sujet de... Et nous, notre job, c'est quand même de rentrer, quand on fait en tout cas quelque chose, un résidentiel, un appartement ou une maison, tu rentres vraiment dans l'intimité des clients. Souvent un couple. Donc, il faut qu'ils soient d'accord, Donc, c'est compliqué. En fait, on fait un métier compliqué. Tu rentres dans l'intimité, dans le détail de chaque chose de leur vie. De ton placard à chaussettes, de ton tiroir, tu vois, de tout. Donc, il faut être très psychologue, je pense. Donc, comme j'ai fait un peu de psychologie, ça m'aide. Et il faut, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment gérer tes équipes. Parce que tu peux pas te permettre d'avoir... des mois et des mois de retard, ou voilà, c'est très anxiogène pour les gens. Je crois que les déménagements, effectivement, tout ça, ça fait partie des cas d'angoisse des gens qui sont les plus importantes. Après les décès, je sais quoi. Mais les travaux, divorce. Ouais, déménagement, je sais pas s'il est avant ou après le divorce, mais en tout cas, c'est rare. Il va généralement ensemble. Je sais pas, ça arrive, oui. Mais sauf chez les gens très chelous qui divorcent pas. Qui divorcent mais qui restent ensemble. Ouais, c'est ça. Les gens très chelous qui divorcent pas. Non. Non, alors les pauvres, souvent, je pense que malheureusement, c'est plus le contraire. C'est compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens qui veulent divorcer, mais qui n'ont pas les moyens d'eux, et donc ils sont forcés. Surtout beaucoup de femmes qui sont pas forcément autonomes. C'est que moi, on m'a appris à être autonome. Ma grand-mère travaillait, ma arrière-grand-mère travaillait, ma mère travaillait, et je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Parce que sinon, la femme, elle est bloquée dans un endroit où elle n'a pas vraiment forcément envie d'être. Tout à fait. C'est mon petit côté, ma minute. Non, mais t'as raison. C'est un militantisme que je porte, notamment sur mon deuxième podcast, La Martingale, dont je parlais tout à l'heure, qui est écouté à, je pense, 65-70% par des hommes. Donc, il a trait à l'argent, à la gestion de... Et en fait, moi, l'argent m'intéresse pas en soi, en fait. Juste savoir comment utiliser ça comme un carburant pour ta vie. Le reste, on s'en fout. Être le plus riche, c'est pas très, très important, c'est pas très intéressant. Mais les femmes s'intéressent pas à l'argent. Et tu crois? En tout cas, la gestion de leur argent, c'est assez factuel, ce que je dis. C'est pas, je sais que je me suis déjà pris des scuds parce que j'ai dit ça. Mais en fait, tu regardes chez tous les gens qui font, enfin tous les éditeurs et magazines et les échos. Ça parle pas d'argent. Les femmes, c'est pas ce qui les intéresse. Et tu vois, en l'occurrence... Mais le jour où tu as un problème, le jour où tu divorces, là, t'es mal. En fait, donc, il faut autant que possible garder cette liberté-là. Et malheureusement, ça passe souvent par l'argent. Donc, tu sais, les gens bizarres qui ne divorcent pas, qui ne se déménagent pas. Je disais juste, petit aparté, parfois, malheureusement, tu n'as pas les moyens d'eux. Et ça, c'est triste, c'est dur. Donc on ne parlait de quoi? On parlait je te demandais quelles étaient les clés. Moi, c'est vrai que être sur ton chantier tous les jours. Alors, ce qui est dur, c'est quand tu as les clients tous les jours sur le chantier. Alors, ça, c'est l'enfer. Non, mais nous, on fait des rendez-vous hebdomadaires et ça avance et c'est un job, quoi. Ça prend d'être. Tout le monde ne veut pas. Parfois, j'ai des amis qui me disent: oh là là, j'ai pris personne pour faire mes travaux. Quel enfer. Je dis: oui, mais c'est un vrai boulot. Donc. Et il faut savoir se décider, couper, mais rapidement. Moi, quand je fais mes maisons, mes endroits, je sais, puisque je n'ai pas dormi de la nuit, je sais exactement ce que je veux, quelle couleur, quel matériau dans la salle de bain, comment je vais faire ma cuisine, donc je gagne un temps fou. Si tu te mets à la place d'un jeune ou d'un jeune couple qui a pas du tout les moyens de se payer un archi, qui doit emménager quelque part et se faire un intérieur beau, mais qui peut pas se payer Sarah Lavoine. Ouais. Je suis pas plus cher qu'un autre. Hein. C'est vrai? Ouais. Non. Je pense que même même parfois moins cher. Je m'adapte en fait beaucoup. Et quand tu dis c'est que tu mets pas en revanche toi le nez dans tous les dossiers de l'agence. Enfin, si. La maison. Ah ouais? L'agence, si. Ah si, je mets le nez dans tous les dossiers.
T'as quelqu'un qui vient, qui fait un petit studio, tu valides quand même Ah bah oui. Ah ouais? Il n'y a rien qui sort sans que je valide. Et Ouais. c'est accessible en plus, dis-moi. Non, mais c'est vrai. Il n'y a rien qui sort sans que je valide. Sinon, je délègue beaucoup, je fais confiance à mes équipes. Mais il n'y a rien qui sort sans que je valide. Je suis hyper proche des équipes. La porte est toujours ouverte de mon bureau. On regarde ensemble, même pour un meuble, même pour une lampe. Enfin, c'est hyper important. Ok. Et donc, si j'ai pas les moyens quand même. Ah, si t'as pas les moyens, je pense que un truc qui est vide. Ouais. On fait quoi? Quelle est la base? À la base, c'est surtout de faire ce qui te plaît, en fait. Il n'y a pas de règle. Moi, souvent, on pose des questions, les journalistes posent des questions sur les tendances, par exemple. Moi, je n'ai jamais suivi les tendances et je ne sais même pas. Je ne pourrais pas te dire la tendance 2025. Mais la base, c'est que je pense qu'aujourd'hui, quand même, malgré tout, tu peux aller chez. On a le droit de donner des marques. Tous les noms. Ouais. Bon, voilà, j'allais dire Leroy Merlin. Ouais. Et tu peux trouver des jolies choses pour pas trop cher. Ce qui est important, c'est de savoir. C'est vrai, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, ce qui est important, c'est de savoir mélanger les choses entre elles. Et pas de faire un appartement Leroy Merlin ou Ikea ou je sais pas quoi. Voilà, c'est d'être capable d'aller sur le bon coin et de dénicher la petite commode vintage sympa ou une lampe ou d'aller sur CNC, pourquoi pas, mais tu peux piquer à droite à gauche en fait. Pas obligé d'avoir des choses qui valent des milliards pour faire un bel appart. Je suis d'accord alors une des choses que j'ai pu faire une ou deux fois, c'est d'investir dans du détail entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas avoir des mobiliers ou des choses comme tu le dis qui viennent de chez Leroy Merlin ou voilà, et tu vas te payer un papier peint à 120 balles le mètre. Voilà, c'est des détails qui sur juste un petit coin de mur qui va faire toute la différence. Ouais, ou même maintenant, ou un bleu Sarah Lavoine. Bah oui, s'il te plaît. Mais enfin, on fait du papier peint avec Nobilis, qui est très beau. Mais j'en ai acheté chez Nobilis, mais je sais pas, je me demande s'il venait pas de chez toi. On a une collection de papier peint, mais Nobilis, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait pas, nous, en édition de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le meilleur fabricant de papier peint par Nobilis, ou la peinture avec ressources. Et donc, on s'associe avec des bons partenaires pour faire. Mais ici, dans ce bureau, les rares endroits où il y a du papier peint, dans les toilettes, il vient de chez Nobilis. Ouais. Et je pense que j'y suis arrivé par chez toi. Je sais pas si c'est le type. Mais tu vois, par exemple, tu peux avoir une cuisine. Aujourd'hui, tu peux t'acheter une cuisine Ikea sans les façades. T'achètes tes caissons Ikea. Chez Plume, tu vas faire les façades. Ouais, ou il y en a 2-3 marques comme ça. Et t'as des super façades et ça te fait une cuisine canon. Tu vois. Donc, c'est pas sympa ce que je dis parce que j'adore Bofi, par exemple, c'est des copains à moi et je trouve qu'une cuisine Bofi, c'est absolument sublime en finition. Mais quand t'as pas beaucoup d'argent, tu peux te débrouiller quand même. Non, c'est clair. Aujourd'hui, il y a moyen de trafiquer un peu tout ça beaucoup plus qu'avant. Et puis, tu peux chiner sur Internet, il y a plein de choses faciles. Ouais. Donc, c'est un peu le mélange des genres, pas de faire un truc full chez un, full chez l'autre, c'est aller chercher des détails. Chercher des détails qui donnent une âme à ton lieu. Tu partages, toi, tu parlais de blog à un moment, mais tu partages tes inspi, les choses qui te plaisent sur Insta, ailleurs. Ouais, beaucoup. D'abord, je fais beaucoup d'interviews. Ouais. J'ai écrit un bouquin que tu n'as pas, mais que tu n'as pas lu avant de me recevoir. C'est dommage que tu aurais reçu plein de choses. Mais non, mais je le fais toujours en plus. Mais généralement, c'est vrai selon les échanges, on nous l'envoie. Il vient de sortir aussi, là. Il est sorti en novembre. Ok. Et je l'ai pas eu. C'est con parce qu'il est très sympa. Non, franchement. Non, mais. Ouais, franchement, il est très ludique. Il y a des illustrations à l'intérieur. Il est marrant. Il est plein d'humour. Et on a écrit pour Flammarion avec Anne-Sophie Leroux. Et je trouve que c'est vraiment sur la transmission aujourd'hui, puisque j'ai eu 50 ans, donc il est temps de transmettre un peu. Et comment pouvoir vivre en tant que femme, justement, faire des enfants, être chef d'entreprise, mais ça peut parler aux hommes aussi. Et donc, je savais pas que c'était avec Anne-Sophie. Tu la connais Anne-Sophie, c'est vrai bien sûr. On a eu un coup de cœur énorme. Je ne la connaissais pas. C'est Sophie Closet qui me l'a présenté pour qu'on écrive ensemble ce livre. Ouais. Et on s'est adoré, on n'avait pas envie de finir le livre en fait. Figure-toi que je l'ai rencontrée, elle était chez Clé avant d'être chez My Little Paris, donc ça fait longtemps. Ça doit faire pas loin d'une dizaine d'années. C'est drôle, elle est vraiment géniale. Extra. Et donc tout de suite, elle a trouvé mon ton, on a adoré bosser ensemble, voilà. Et le bouquin est chouette pour ça. Donc c'est des super supports où tu partages, et donc dans le bouquin, on partage nos... Elle me trash quand même. Elle est sans pitié, Sarah Poniatowski. Ce que j'aime pas, les idées, les ambiances. Oui, je partage quand même. J'avais un autre bouquin que j'avais fait chez Fayard qui s'appelait Ainsi soit-il. Oui. Et là, pareil, mes adresses,
c'est important de partager. Moi, je suis très là-dedans, d'ailleurs. Si j'ai des copains ou des collègues, je dis, mais comment tu fais? Ou tu peux me donner ton fabricant? Mais bien sûr, en fait, ça fait partie de... C'est normal. Pas pour moi. Tu le fais, tu donnes. Moi, je donne tout autant possible. J'explique. Oui, là, ce week-end, tu vois, je partageais tous mes modèles économiques, comment tout fonctionne. Tu me diras si je peux faire un podcast qui va soit rémunéré. Chez moi? Ouais. Qui soit rémunéré pour toi? Ouais. Ah non, faut pas faire ça. Faut pas faire de podcast. Non, faut pas faire. Il faut. Il y en a qui le font, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais il y en a qui payent des invités pour venir sur un podcast, ou il y en a qui se font payer pour inviter des gens sur un podcast. Ah oui. Moi, c'est ce que je fais pas. Je trouve ça. En fait, ça casse toute la liberté de ton. Non, mais je dis pas ça. C'était pas ce que je disais. C'était qu'à un moment, avec Edouard, on voulait faire un podcast. Ah, mais oui, mais ça, vous pouvez totalement. Tu vois. Et bon, évidemment, autour de milliers d'activités, on a un peu laissé tomber, mais on avait le jingle, on avait la musique, on avait plein de trucs, c'était canon. Et on avait fait une première, et puis après, on a laissé tomber. Je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus challengé, entouré pour faire notre podcast. On saurait vous challenger, vous entourer, mais ça, c'est un peu notre métier. En effet, la question en ce moment qui se pose, c'est est-ce que tu fais que du podcast ou que de l'audio? Est-ce qu'il ne faut pas faire de la vidéo? Plein de choses qui vont autour, parce que surtout dans tes métiers, c'est intéressant. Mais avec Anne-Sophie, d'ailleurs, on s'était dit ce serait intéressant de faire le bouquin en podcast. Voilà. Alors, ce bouquin, c'est Rêver, oser, créer. Et recommencer. C'est très important, le et recommencer. Ouais. Oui, évidemment. Parce que tu réussisses ou que tu te plantes, en l'occurrence. Tu continues de toute façon. Dans le recommencement, t'as l'apprentissage. Exactement. T'as eu des gros... Tu t'es planté big time? T'as eu des gros... non, un coup je touche du bois. Oui, non. Planté big time, non. Pas encore, mais j'espère pas du tout. Mais j'ai eu des échecs. On a raté des concours... Parfois, on se dit, on sort d'un concours, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, pour un gros projet qu'on voulait faire. Et on était hyper bons. On était sûrs. Mais oui, et puis en plus, eux nous l'avaient. En plus, les clients nous disent, on vous met en compète, mais c'est quasiment vous, c'est quasiment sûr. Et tout. Et on est content du projet, on est content de ce qu'on a fait, on est content de notre présentation, vraiment, on est 4 à y aller. Et on a perdu. Et je suis mais bon? Et donc ça me reste, dès que j'arrive Gare Montparnasse, parce que c'est pour un truc pas loin de la Gare Montparnasse, je me dis, je n'en reviens pas, en fait. Donc maintenant, je fais hyper gaffe. Là, on est sur une autre compète. C'est un projet que j'ai très envie de faire. Donc je ne dis plus rien, j'attends parce que je me dis, on a été hyper bons aussi. Franchement, on sait quand on est moyen. Mais là, on a fait une super presse. J'espère que... Mais tu t'étais pas endormi? C'est-à-dire que c'est pas parce que tu pensais que c'était potentiellement vous que vous avez fait le truc à moitié? Non, franchement, non, pas du tout, au contraire. Et on n'a toujours pas compris pourquoi on a perdu. Mais bon, je ne sais pas qui a été choisi à la place. Mais par exemple, en revanche, on se remet en question. Oui, on avait fait un concours pour Roissy, le terminal 1. C'est le terminal rond, là, j'adore. Et on est arrivé en finale, et on a perdu en finale. Et quand je vois le résultat qui a été fait par Hugo Taureau, je crois, je comprends qu'on ait perdu, on était bien moins bon que lui. Ça, c'est tout à ton honneur, mais c'est dur quand même. Oui, mais c'est vrai, quand je le vois, je me dis, oui, en fait, on n'était pas aussi bon que lui. Je comprends qu'il ait gagné. Depuis, je l'ai vu de l'extérieur. Moi non plus. Mais d'ailleurs, je ne le prends plus jamais, ce terminal, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas Air France. Moi, j'ai peur en avion, donc en général, je vole français. Bon. Ok, je me sens un peu plus rassurée. Non, mais je me sens un peu plus rassurée. Voilà. Je leur dis, j'ai peur, ils m'entendent, ils me comprennent. Donc, voilà. Donc, ça arrive qu'on soit bien, qu'on soit pas bon. Mais quand on estime avoir vraiment été bon, avoir tout donné, et qu'au final, on dit on va voir, je croise les doigts pour le nouveau projet. Je te dirai. J'aimerais savoir qui c'est. Non, je peux pas. Toutes les grandes maisons de chez LVMH, Kering, tout ça, toutes ces marques-là, elles font tout en interne, elles bossent avec des... Ah ouais, elles font tout en interne. Ils ont des grosses équipes. Je sais pas ce que je leur apporterais. Sur les boutiques, en tout cas, pas grand-chose, parce que ils ont quand même des modèles. Et puis, là, ils font de l'hôtellerie, pas mal. Et vraiment, LVMH, en tout cas, ils ont vraiment... ils bossent en interne. Et surtout, c'est justement quand tu dis ces boutiques ou l'hôtellerie, chaque univers a ses codes, c'est-à-dire très spécifiques, le passage des gens, etc., etc. L'agencement, tout ça, c'est plus l'architecte ou ça peut être aussi chez vous, je veux dire Non, c'est plus architecte, mais c'est quand même un architecte spécialisé. Par exemple, nous, pareil, on a un peu remis en question aujourd'hui sur nos modèles à nous, de nos propres boutiques, qui sont peut-être pas assez marchandes, qui sont plus traitées comme des showrooms.
Même toi, d'ailleurs, tu m'as dit que tu as des showrooms. Alors que nous, on est un modèle de boutique, puisqu'on a du stock et on vend. Tu viens, tu vas acheter ta lampe, tu repars avec ta lampe. Tu dois quand même travailler le passage des gens, où est-ce qu'ils arrivent, qu'ils passent bien devant cette lampe, idéalement, parce mais que c'est ton best-seller. en même temps, j'ai pas c'est pas Ikea. J'allais te le dire, c'est ça. J'ai pas l'exposition, et puis après, hop, je prends, tu vois. J'ai pas la place, mes boutiques, elles sont beaucoup trop petites. Donc, je pense qu'il faut qu'on repense ça. On est dans cette réflexion-là en ce moment, à rendre les boutiques comme une expérience différente, une expérience inspirante, mais marchande. Ça reste haut de gamme, ou très haut de gamme, c'est quasiment du luxe. Non, on n'est pas dans le luxe. Ok. On est dans du haut de gamme. T'as déjà réfléchi à faire des collabs avec des distribs ou des marques? Tu ferais un... Attends, t'es prête ou pas? Tu ferais un canapé Ikea Sarah Lavoine? Bah, j'adorerais. Mais on a fait La Redoute 2 fois. J'ai fait Monop. Ah, trop bien. C'était vachement bien. On avait fait un carton. On avait fait un pop-up avec la Monop dans le Marais. Il y avait une queue de dingo, il n'y avait plus rien à 11h du mat. Même moi, j'ai pas réussi à avoir mes assiettes. J'étais verte, j'ai pas eu d'assiette. Donc c'était très sympa. Donc sur plutôt de la vaisselle ou des choses comme ça, ou tu peux... Bah non, La Redoute, t'avais canapé, t'avais mobilier, non, assez large. Ok. Ikea, j'adorerais. Après, c'est worldwide. Ce serait quasiment une exposition pour toi, autant que pour ça serait génial. Pour moi, ça serait génial. Mais mais moi, je suis très ouverte aux collabs. Et puis on a fait aussi, on a fait des maillots de bain avec RS, par exemple. À un moment, on voulait faire des maillots de bain. Je dis, on va pas nous produire des maillots de bain, ça n'a pas de sens. Autant le faire avec les meilleurs. Donc faire RS, non, mais c'est vrai qu'en général, on n'est pas en appel. Enfin, on ne demande pas. En général, on nous demande et on dit, ok, super, c'est des rencontres. Et là, je dis, non, ça serait génial de faire avec RS. Donc j'ai dit, Edouard, tu crois que tu peux les contacter? Donc LinkedIn, voilà. Et en fait, ça s'est fait. Ils ont dit oui tout de suite. Et on a fait la collab et la collection, c'était super. C'est cool, tu portes des maillots de bain RS à Lavoine. Exactement. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tu ferais une voiture? J'adorerais aussi. J'aimerais bien. Je trouve que Citroën, ils sont très forts dans leur modèle de voiture. Je dis à mon agent de les contacter. Peut-être qu'ils t'entendront ici. Mais j'aimerais bien qu'ils m'entendent. Mais vraiment, c'est quand même faire une voiture. Moi, je suis un peu comme un mec, j'adore les voitures. J'aime la vitesse. On peut plus rouler très vite, mais en tout cas, j'aime les voitures. Peut-être, t'en fais un peu. J'en ai fait. J'ai fait sur les 24 heures sur le Mans, le circuit du Mans. C'était hyper amusant. Sur des petites abartes. Renault aussi font des trucs bien. Je sais pas si tu l'as vu, la Super 5. Là, elle est vachement bien. Ah ouais. Elle est vachement bien. Donc, tu vois, d'avoir une Super 5. J'en ai eu une d'ailleurs longtemps. Il y a une question vintage, un truc assez cool d'ailleurs. Je crois qu'ils refont avec la 4L. Ouais, moi j'avais une 4L, j'ai eu une Super 5, j'ai eu toutes ces voitures-là. J'ai toujours, non, j'ai plus de 4L, là, mais j'ai une Méhari. Je crois que... Truc sympa à faire avec le Méhari. Tu vois ce que font tous les gens qui reprennent. Par exemple, je crois que c'est Singer, non, ou une marque américaine qui refait des Porsche, par exemple. Ils les refont entièrement. Ils prennent des vintage et ils les refont. C'est très cool. C'est très cool. Donc, voiture top. On était aussi en concours à un moment avec Alstom pour faire un train, pour refaire le train Corail Intercité, il s'appelle maintenant, mais c'était l'ancien Corail, en fait. Et malheureusement, et c'était canon, le projet était vraiment super. Et malheureusement, nous, on était avec Alstom. C'est pas Alstom qui a gagné. Non, c'était les Canadiens ou les Espagnols. Bombardier un truc comme ça, mais c'était vachement intéressant. Je travaillais avec les équipes, avec les ingénieurs. Vraiment, je sais pas, mais quand t'es dans le train, c'est pas insupportable, la personne qui baisse ou qui ouvre le store alors que t'as pas envie ou t'as envie de le baisser. On avait dessiné que des choses comme ça, différentes, avec des wagons pour les enfants. C'était un super projet. Et donc, travailler dans la mobilité, ça serait intéressant. On l'a pas fait encore. Bateau, train, s'il y a des concours. Avion aussi. Quand tu vois le Concorde fait par André Poutman, c'était magnifique. Magnifique. Donc, il y a plein de choses encore à faire. Donc, Stark, c'est un de tes concurrents, quelque part? Tu en parlais tout à l'heure. Stark, c'est un génie que j'adore. Voilà. Il est très inspirant pour moi. Je le connais depuis longtemps. Et je le trouve absolument fabuleux. Donc, on a de la chance d'avoir des gens comme ça, des talents comme ça. On pourrait être en concours sur des projets d'hôtel, peut-être des choses comme ça, mais bon, il est intouchable de toute façon, Philippe. J'adore ce qu'il fait, j'adore ses lieux, j'adore l'homme, j'adore sa femme. Enfin voilà, je trouve que. D'ailleurs, très gentiment, il est invité dans mon livre. D'accord. Voilà.
Et puis il traverse le temps hein, aussi, lui. On en parlait tout à l'heure. Oui, franchement, de toute façon, il a une idée à la minute. C'est un génie. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. Tu as lu ce livre, j'en ai parlé quelques fois, mais d'Éric Orsena, qui s'appelle Portrait d'un homme heureux. Ça te parle ou pas? Non, non, j'ai pas lu. Alors c'est assez chouette, ça te plaira, je te l'enverrai. On me l'a recommandé ici sur ce podcast, mais qui va parler des différents intervenants, notamment le nôtre qui a dessiné les jardins de Versailles. Ouais. Et des Tuileries. Et des Tuileries, et comment en fait à cette époque... les rois, notamment au Louvre, ont créé un terreau totalement fertile en mélangeant plein de monde et en faisant toute une génération d'artistes français. Génial, ouais, non. Exceptionnel. Et en fait, il y a eu c'était pas un hasard. Et tu te dis après, tu vois, quand tu penses à Station F, je sais pas si tu y es déjà allé, où en fait, c'est le lieu où des gens essayent de mélanger d'autres gens. La résultante de tout ça peut arriver dans les décennies qui suivent, en fait, de manière assez improbable. Tu me diras, je l'achèterai. Ouais. Mais tu vois, le nôtre, par exemple, on avait fait une collection justement pour le musée du Louvre. Ouais. Et il y a 3-4 ans peut-être. Prestigieux. Ouais, ils nous contactent, voilà, on aimerait que vous nous fassiez une collection. Ok, venez au Louvre. Non, ça me saoule. J'ai pas envie, non. Venez au Louvre un mardi, comme ça c'est fermé, vous baladez dans le musée, comme ça vous vous inspirez de ce que vous voulez. Sympa. Génial, non? Donc un premier mardi, j'y vais avec des équipes et j'emmène ma fille. Je peux emmener combien de personnes? C'est quand même génial de te balader dans le Louvre seul. Et puis il n'y a rien qui vient. Merde, qu'est-ce que je vais faire? On va pas faire un truc avec la joue. Enfin, tu vois, je ne trouvais pas, en fait. Je ne trouvais pas une idée. Et Otoniel avait fait des trucs sublimes. Il venait de poser dans une des salles du Louvre des tableaux d'étoiles d'Otoniel magnifiques. Bon, bref. Donc, j'ai redemandé à y retourner un autre mardi. Donc, j'ai dû faire 3-4 mardis comme ça. Et... Elle est facile. Je la connais bien, l'excuse. Ah non, je trouve rien. Donc, j'ai après emmené quelqu'un d'autre. J'ai emmené ma sœur. Tu vois. Et donc, à un moment, je dis, mais on est d'accord, les Tuileries, ça dépend du Louvre ou pas? Elle me dit oui. Je dis, bon, très bien, alors c'est mon jardin depuis 30 ans, je me balade. Est-ce qu'on peut pas faire la collection autour du jardin des Tuileries? Ça serait plus facile pour moi de trouver de l'inspiration et faire des... Et donc, on est parti des plans de le nôtre, de tous les dessins. Ils nous ont donné les dessins des jardins. Originaux, okay. Et à partir de ça, on a créé des motifs, des choses. Donc, c'était très amusant de repartir des plans de le nôtre originaux. Non, mais le bouquin est passionnant. Et figure-toi que tu vois, donc, dans le Louvre, au rez-de-chaussée, il y avait les armées. Et au premier étage, il y avait, en fait, ils avaient fait venir en résidence des artistes, peintres, chanteurs, et des gens qui faisaient des fontaines, des architectes, des tas de gens comme ça. Et c'est ce qui a donné vraiment la naissance à Versailles, en fait. Ouais. Bel endroit, on adore. Ouais, c'est pas dégueu. À chaque fois que tu passes devant, moi, à chaque fois, je prends tu vois, je vais en vélo de temps en temps dans ce coin-là, mais à chaque fois, tu dis, mais... Quelle beauté. Oui, mais surtout, qui a pu faire ça, en fait? Ouais, non, mais bien sûr, mais même le Louvre, enfin, moi, j'habite là aussi. Bon, maintenant, je passe rive gauche, mais tu te balades, c'est exceptionnel. Il n'y a pas une fois où tu ne rentres pas devant, ou tu ne passes pas devant la cour carrée, où tu dis, mais quelle chance d'habiter là, quand même. Et donc, je trouve, c'est ça que j'essaye d'apprendre à mes enfants aussi, c'est de toujours continuer à s'émerveiller, de jamais être blasé, toujours regarder les choses et de mesurer la chance qu'on a. Tu es une femme d'affaires aussi? Ouais. Tu fais d'autres choses en plus que d'autres business, d'autres invests, d'autres choses, ou tu es complètement concentré sur... Non, je suis quand même complètement concentré, mais je peux dessiner pour d'autres, je fais des bouquins, je fais... je sais pas, j'écoute, je suis ouverte à toute proposition, en fait. C'est vrai. Ouais. Tes boutiques, c'est toi qui choisis les endroits à chaque fois? C'est aussi des opportunités. Donc, c'est plutôt Édouard qui cherche, par exemple à Aix, en Provence. Je sais qu'on voulait ouvrir à Aix, mais on a mis 2 ans à trouver le bon endroit. Donc dans ton métier, c'est important l'endroit. Je veux dire, les gens, ils viennent pas chez toi pour le passage. Non, donc c'est vrai que de toute façon, on n'a pas les moyens d'avoir des emplacements A, je sais pas comment ils appellent ça. Premier, bon, bref. Champs-Élysées, quoi. Voilà, donc on est toujours en 1 bis, parce qu'on reste une adresse de destination. Tu repars pas avec... tu passes pas devant par hasard. Non, mais rue Saint-Roch, tu vois, tu passes pas rue Saint-Roch, sauf pour aller chez Sarah Lavoine, tu vois. On a eu Gwyneth Paltrow, rue Saint-Roch. C'est ça. Ouais, très sympa. Il y a là, aux dernières Fashion Week, qui est venue et qui savait ce qu'elle voulait. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait repéré avant et elle voulait des coussins, des bougeoirs, des choses comme ça. Donc, elle est venue rue Saint-Roch parce que je pense qu'elle devait habiter dans un des beaux hôtels du quartier, du premier. Et plus, elle est rue Saint-Roch que Place des Victoires, étonnamment. Et New York, tu y es pas? New York, on y était en contract, c'est-à-dire qu'on avait dans le D&D building avec ressources. Voilà. Et donc ça, c'est très business, enfin c'est très
archi, c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc, on a arrêté et maintenant, on y est avec le printemps qui ouvre au printemps. Ok. Voilà. C'est qui les boss de la déco d'intérieur? C'est les Français ou les Italiens ou c'est d'autres? Et à l'international, quand t'es américain, tu te dis quoi? Quand t'es américain, t'es américain. Tu veux de l'américain? Ouais, je crois. Ouais. Ou quand t'es un peu plus... Si t'es new-yorkais, tu vas un peu partir vers l'Europe. Mais sinon, quand t'es américain, tu restes américain. Ok. Les Asiatiques veulent de l'asiatique et partout ou... Non, les Asiatiques, ils aiment beaucoup. Je pense qu'on a un vrai... Moi, je suis assez passionnée par le Japon et j'y étais là encore en octobre. Je trouve qu'on a un art de vivre très proche, un raffinement. Et je pense que les Japonais sont beaucoup plus sensibles à nos univers. Ils aiment beaucoup les Français, la France, la Parisienne. Enfin, ils aiment ça quand même. Bah après, ils ont quand même là-dessus quasiment des méthodes d'aménagement ancestrales, des choses tellement différentes ici. On avait fait un restaurant à Tokyo, un El Café. Ouais. Et au départ, j'étais partie un peu fort sur les couleurs un peu trop vives. Je me dis, oh là là, non, on va se calmer parce que voilà, ils sont beaucoup plus neutres, mais tu t'adaptes et ça marche bien. Et après là-bas, il faut quand même, j'imagine aussi, les codes de manière de s'asseoir, dans les restos, il y en a où ils sont. Oui, mais dans les traits japonais, et pas dans un café. El Café, tu l'occidentalises quand même vachement. Et si je reviens sur le bleu Sarah Lavoine, qui est déposé, ça veut dire quoi, déposé? C'est-à-dire que parce que je peux mélanger des couleurs et faire un bleu Sarah Lavoine chez moi. Tu vas pas. Ouais, alors tu seras jamais. Si, je vais bien t'attaquer. Montre-moi. Montre-moi ton. C'est une couleur déposée, c'est-à-dire que on est quand même très copié sur pas mal d'objets et tout ça, donc ça te permet de te protéger un petit peu. Ça me semble très. Mais par exemple, la couleur de la Tour Eiffel est déposée, la couleur le bleu Klein est déposé. Oui, mais ça veut dire quoi? Je peux pas faire un objet bleu Klein? Je sais pas. À la limite, que tu me dirais 2 associations, tu vois, ce que tu peux faire avec 2 couleurs, un petit... Non, je te montre plein. Oui, c'est ça. C'est grave. Il y a des marques, ils ont pas honte. Enfin, c'est un truc de fou. Et là-dessus, vous avez des procès et tout? Oui, parfois, oui. On peut gagner. La dernière fois, j'étais chez Zara Home. Ils avaient ouvert l'ancien Conran Shop. Ouais. Tu sais, ils ont repris pour un endroit que j'aimais tant. Et... En face du Bon Marché, là? Ouais. Conran a fait faillite, a arrêté. C'était quand, ça? Là, il y a... Ouais. Ok. Et l'endroit est assez dingue parce que tu oublies que t'es chez Zara. Il y a 4 mois. Tu oublies que t'es chez Zara, en fait. C'était limite un truc de luxe, c'est un truc de fou, en fait. Très, très fort. C'est les meilleurs, il n'y a rien à dire. Et d'un coup, je vois une femme. Je dis, c'est marrant, elle se balade avec ma carafe et mon verre. En fait, pas du tout. C'était une pompe totale. C'était notre verre, mais avec les mêmes couleurs. Hein. Ambre et bleu, sauf qu'ils avaient juste inversé le positionnement de la couleur. Et je les ai achetés donc pour les rapporter au bureau, aux avocats, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, comme ils ont un turnover tellement rapide que 15 jours après, c'est même plus là. Donc ça vaut pas le coup. Le fast fashion, finalement. Ok. Mais ils sont forts, hein. Franchement, de plus en plus. Et puis ils montent vachement en gamme. Donc tu sors de là, parfois tu te dis waouh, comment je vais faire pour résister à ça, pour continuer, tu vois? Pourquoi les gens vont venir plus chez moi plutôt qu'aller chez Zara Home ou chez H&M Home Ouais, j'imagine. Donc c'est pour ça qu'il faut rester, je pense, une marque forte, il faut rester une marque identitaire et garder aussi ce côté. On est aussi une marque de cadeaux, nous, je pense, et que tu as plus une fierté sous le sapin de Noël de venir avec un sac bleu Zara avec un cadeau Maison Sarah Lavoine qu'un cadeau Zara Home. Oui, toujours pareil, c'est vrai. Le petit sac ou le petit porte-monnaie. H&M à Noël, il fait pas très plaisir, quoi. Voilà, ça dépend, mais donc il faut se battre. Il y a beaucoup de concurrence. Et surtout ça, j'avais pas vu que t'étais forcément une marque cadeau, mais c'est vrai que je te voyais. On est quand même de plus en plus une marque cadeau. Tu peux venir, t'as pas les moyens de t'acheter un canapé ou une table, mais tu peux venir t'acheter une bougie, du vernis à ongles, un bougeoir, enfin tu vois, un vase. On est vraiment une marque cadeau. Noël, c'est très important pour nous. Là, tu viens de faire un bon Noël ou pas? Oui, on était contents. On a fait un très bon Noël. Ok, et là, t'es en période de solde. Là, je suis en période de solde. Plus rien à vendre, t'as tout vendu. Exactement. Tu te vois où, je veux dire, dans l'avenir? Où est-ce que t'aimerais emmener cette maison? Ça fait longtemps que je vais l'emmener à l'international. C'est pas si simple en logistique parce que t'envoies pas une table ou un canapé au bout du monde comme t'envoies un t-shirt.
Je la vois aussi beaucoup comment continuer à développer l'archi intérieur, parce que souvent, on oublie, les gens pensent que c'est une marque, ils oublient qu'on a une agence d'archi, qui est quand même la base de mon métier. Et c'est notre vitrine, c'est hyper important de continuer à faire des beaux projets d'archi. Là, on est en train de faire un gros hôtel sur l'île Seguin, par exemple, des choses comme ça. Donc, j'ai envie vraiment. Je suis passé devant hier. Ah ouais donc, de l'autre côté ce week-end, de l'autre côté. À l'autre pointe. J'ai vu, c'est incroyable le chantier. Mais ça, c'est l'hôtel qu'on gigantesque. Ouais, il y a une fondation d'art contemporain. Ouais. Et il y a l'hôtel. Ça, c'est vraiment. Ouais, à un moment, j'étais en train de courir et à un moment, j'ai tourné la tête. J'ai retourné la tête, je me suis dit, waouh! Voilà. Qu'est-ce donc? Un hôtel. Extra. Donc ça, c'est extra. Donc oui, je me vois où? Je me vois développer l'archi. J'aimerais aussi beaucoup développer nos propres hôtels. Ok. Voilà. Donc il faut trouver les lieux, les bons partenaires. Mais ça, ce serait super intéressant et ça serait assez la continuité assez logique de mon travail. Ouais. Ça devient un showroom quelque part en même temps que. Ouais. Okay. Donc ça. Tout en prenant toujours du plaisir. Travailler avec les bons partenaires, avec les bons clients. Je te parlais d'Arthur Benzaken tout à l'heure, mais qui se prive de rien. C'est vrai que quand on regarde un peu ton parcours, on a quand même un peu l'impression que tu vois, te dire finalement, je commence en étant archi d'intérieur, ensuite en créant Maison Sarah Lavoine, te dire, là, on se posait un peu la question avec Clem tout à l'heure en préparant l'épisode, mais finalement, souvent, tu as des marques de vêtements, je sais pas, Dior, pour ne citer que, qui vont faire du design. Alors, ils ont tous fait, même les Italiens, mais de la déco d'intérieur. Il va y avoir du Dior Home et des choses comme ça. Éventuellement, même Zara. Mais des marques de design et d'objets d'intérieur qui vont faire des vêtements et les vendre. Oui, on est à l'envers du... Oui, c'est vrai. Et en fait, on a l'impression que ça paraît pas logique. À la fin, tu dis, c'est pas moins logique que l'inverse, finalement. Oui, sauf que regarde Hermès. Hermès, ils ont commencé avec des selles pour les chevaux. Et finalement, t'as du parfum, t'as de la joaillerie, t'as des foulards, t'as une prêt-à-porter homme-femme. Pourquoi s'interdire les choses? Notre rêve, à nous, c'est de devenir Hermès dans 200 ans. C'est vrai que le passage des selles... tu sais comment c'est arrivé et comment ils ont fait la maroquinerie? Vas-y. En fait, ils faisaient des sacs pour transporter les selles. Ah oui. Et à un moment, en fait, les gens utilisaient les sacs pour d'autres choses. Donc, en fait, c'est plutôt les emballages qui sont devenus le produit principal. Après, c'est des opportunités, c'est des idées qui arrivent comme ça. Et si ça marche, autant continuer. Donc, non, je m'interdis pas grand-chose. Enfin, grand-chose, si je suis limitée, on me dit, non, ça, tu peux pas. Ah bon, pourquoi? Le fait de grandir m'enlève un peu d'agilité et de liberté à moi dans ma création. Non, le vrai bond en avant, en fait, ça ne peut être que... Alors, évidemment, l'hôtellerie, c'est quelque chose d'intéressant, mais l'internationalisation, parce que les marques de luxe, ou en tout cas françaises, si tu restes que sur ton territoire, à 90%, en fait, le vrai boom, il se fait quand tu pars international. Ouais, exactement. L'hôtellerie, c'est quand même... Moi, il y a des moments, je regarde ça en me disant... Il y en a tellement. Ouais. Enfin, il y a un truc, je me dis, il y a un truc qui va pas. Il y a tellement d'hôtels de luxe partout en France. Enfin, à Paris, c'est n'importe quoi. Oui, mais tu dormirais où si t'étais à Paris? Dans un hôtel de luxe? J'attends, je me projette un peu. C'est une bonne question. Quand ton rêve J'en ai fait un ou deux. Ce qu'ils ont fait à la Samaritaine, ça doit être pas mal. Quand même. Cheval Blanc. Ouais, le Cheval Blanc, ça doit être pas mal. Ouais, alors le spot est dingue parce que la vue est folle et exceptionnelle. Je suis pas du tout dingue de la déco. Ouais. Je trouve que... Non, moi non. Et après, il y a... je les ai pas tous. C'est pas le Shangri-La, c'est pas celui qui donne sur la Tour Eiffel et sur... Le Shangri-La. C'est le Shangri-La. Ouais. Moi, je crois que la vue est sublime, ça aussi. Ça doit être pas mal aussi. Ouais. Mais tu vois ce qu'a fait Jean-Louis Coste avec Christian Liègre, par exemple, au Coste. Ouais. C'est exceptionnel. C'est Avenue Kléber? Non. C'est rue Castiglione. Ah oui, ok, très bien. Oui, je vois très bien. Oui, bien sûr. T'as pas du tout envie de rentrer chez toi après. C'est l'intérieur, là. Ouais. En fait, c'est vrai que moi, j'ai une tendance à regarder un peu l'extérieur, la vue, l'emplacement. Ouais. Toi, tu vois l'intérieur, c'est ton job. Bah oui. Donc ça, c'est toi, c'est ton numéro 1, tu dirais, à Paris? Oui. Après, le Ritz,
Quand tu travailles, je pense, sur la place Vendôme, c'est assez magique. Ouais, donc c'est l'extérieur aussi. Ouais. Ok. Mais bon, oui, il y a beaucoup d'hôtels, mais l'idée, enfin, moi au départ, c'était pas de faire des hôtels urbains forcément. C'est plus ta maison de vacances idéale, tu vois, qui est en dimension d'hôtel, mais maison de campagne, maison bord de la mer, maison comme ça. À Paris, il y a beaucoup trop d'offres. Il fallait que tu bosses avec Laurent de Gourcuff. Ouais, j'adore Laurent. Maintenant, il est chez Accor, mais... Ouais. J'aime beaucoup Laurent. Vous avez jamais rien fait ensemble sur ces... Pas pour l'instant. Mais la vie est longue. Super. Écoute, non, les hôtels, en effet, ça doit être un vrai gros délire. Alors, en termes d'investissement, là, tu passes dans une autre... Oui, c'est pour ça que je dis il faut des bons partenaires. Parce que moi, je suis pas, j'ai pas d'investissement. Enfin, j'ai pas les moyens. Dans ta vie de rêve, tu le vois sous des hôtels Sarah Lavoine? Ou pas. En tout cas, des hôtels, oui, qui c'est signature, mais c'est pas forcément la maison Sarah Lavoine. On peut créer une nouvelle marque en s'appuyant sur évidemment notre identité et mes archives, mais en créant une nouvelle marque. Ok. Et le dessin, je reviens là-dessus, parce que tu as commencé là-dessus, c'est assez drôle. On a l'impression que c'est un grand manque. Enfin, moi, je l'avais pas forcément spoté, c'est toi qui m'as mis le... Ouais. Et comme si le monde te reprochait ça, en tout cas les concurrents les plus prestigieux, etc. Non, parce que je pense pas que je vais être la seule à pas savoir dessiner. Mais moi, ça me manque. Moi, j'adorerais te faire un gribouillis. En fait, on en sorte une sublime chaise beaucoup plus con. Tu vois, on serait bien dedans et bien assise. Mais donc, je suis obligée de parler avec mes mains, d'expliquer à mes designers ou mes artistes ce que j'aime, ce que je veux pour leur expliquer. Donc, ou avec des photos, des inspi, des choses comme ça. Donc, c'est un manque pour moi. C'est pas. Oui, je suis même pas sûre que je serais capable, en fait. Si t'avais recommencé, en tout cas. Vers tes 18, 19, 20 ans, etc., il y a un moment où là-dedans, tu placerais quand même une ou deux années. Ah ouais, quand même, je pense. Oui. À Penningen. Oui, ça t'apprend beaucoup, t'as des super profs. Enfin, c'est une chance inouïe de passer par ce genre d'école. Intéressant. Écoute, j'avais une question tout à l'heure que je me suis posée, mais quelle est ta mission dans tout ça, toi, dans ce monde, dans tout ça? C'est le beau? Oui, c'est le beau fait du bien. Enfin, tu vois, on avait un peu cette façon de dire les choses, que ça fait du bien. Si je peux être un peu utile, par exemple, on fait des cafés joyeux. Tu connais les cafés joyeux? Oui, bah bien sûr, on l'a spoté, on va enregistrer avec lui bientôt. Avec Yann, et super. Yann et Ludwig, ils sont vraiment le couple. Et je savais pas que c'était toi, et à chaque fois que je passe devant, je me dis, mais c'est tellement beau. Et tu les fais donc individuellement, chacun? Oui, en fait, on leur a créé une Bible. Une sorte de DA. Voilà, un cahier des charges avec tout. Et ils le dupliquent un peu partout. Donc ça, c'est une super aventure parce que on a inauguré il n'y a pas très longtemps celui à Saint-Philippe-du-Roule. Ouais. Et donc j'étais avec Yann et sa femme et toutes les équipes, et ils sont tellement mignons. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Donc ils sont vraiment joyeux, ces équipiers. Et fiers. Et puis il a créé un diplôme d'État. Ouais. Et puis voilà, c'est franchement... Et je crois que, enfin, on peut dire que ça change tout, entre guillemets. Ce que je veux dire, pardon, mais évidemment, tout ce qu'il a fait, c'est très bien, mais d'un concept comme ça, tu pourrais te dire, c'est ok si c'est pas très beau. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, il y a la petite touche en plus qui fait que sur cet aspect-là, il y a un côté mieux que Starbucks ou plein d'autres endroits qui sont un peu... Je suis d'accord. Tu vois? Donc ça, par exemple, j'en suis fière, et je trouve que ma mission, c'est d'être utile à ce que ça soit plus beau, que ça soit plus vivant, plus... Voilà. Ou, par exemple, on fait aussi des salles pour les soignants. On en a fait une centaine déjà, et des EHPAD, à travers la fondation des Pièces jaunes. Pour les soignants? Ouais, parce que pendant le Covid, j'ai été contactée par quelqu'un de la fondation qui disait, voilà, on se rend compte que dans les hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a pas une pièce pour les soignants où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent se poser. Et franchement, ils ont sinon un bout de lit s'il est libre, mais en général, il n'y en a pas. Donc, il fallait créer un concept modulable et adaptable à chaque hôpital, parce que tu n'as pas la même salle où que tu sois, dans l'hôpital de Cochin, Hôtel-Dieu, ou je ne sais pas où, à Arcachon, j'en sais rien. Bon, bref. Et donc, on a créé ce concept-là, et tu peux l'adapter. Donc, on en a fait maintenant à peu près une centaine. Maintenant, on fait des EHPAD aussi. Et donc, te dire que enfin, les soignants peuvent se reposer dans
un endroit qui a du charme, qui a de la chaleur, qui a une âme, et boire un café, se rencontrer aussi, parce que tout le monde peut avoir accès, il n'y a pas de hiérarchie à l'intérieur de ces salles. Donc c'est comme une petite bulle au sein de l'hôpital. Donc ça donne du sens à notre travail. Ouais, et puis je trouve que c'est souvent un peu les endroits masqués, tu vois, c'est-à-dire que les trucs du personnel, c'est toujours un peu dégueu, il y a du bordel, il y a des... Donc ça, c'est hyper important. Extra. D'être un peu engagé dans ces causes. Ouais, mais des causes moins visibles, c'est cool, c'est très cool. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais un final cut sur tout. Comment on réussit à faire ça? Tu vois, j'aurais vu ça d'un homme. Pour une fois, je vais être misogyne dans le mauvais sens du terme, et je me serais dit, ça doit être un dictateur, en fait. Et toi, je trouvais que c'était amené d'une manière où ça avait pas l'air du tout comme ça, et t'avais l'air... ça avait l'air plutôt, et je me dis tiens, je dois pouvoir en apprendre quelque chose. Comment tu peux avoir un final cut sur tout sans être t'es un tyran ou pas, d'ailleurs? Je sais pas, ça se trouve. Je crois pas. Je crois que je suis assez exigeante, parce que je suis d'abord avant tout avec moi-même. Donc c'est une manière de se décrire d'un tyran, ça. Non, mais ouais, je pense que je suis assez exigeante. Donc, je pense pas être un tyran. Je peux m'énerver parfois, des choses qui m'agacent. Donc, j'essaie de faire attention à ça, mais j'aime le travail bien fait. Voilà. Donc, et ce que je trouve difficile dans les métiers... J'ai pas pris de cours de management, par exemple, tu vois. Mais donc, ça n'existe pas, en vrai, non, les cours de management. Comme j'ai pas pris d'école et tout ça, donc c'est vrai que je peux dire un peu les choses d'une façon franche. Alors peut-être aujourd'hui on peut plus le faire, et ça m'empêche pas d'être hyper dans l'empathie, hyper émotion, d'être dans l'humain et dans l'affect avec mes équipes. Mais je peux dire franchement, ça craint. Ta chaise, elle est vraiment pourrie. Non, mais je comprends pas pourquoi. Voilà, donc je peux m'énerver dans mon ton comme ça facilement. Et peut-être que si j'avais pris des cours de management, je ferais d'une autre façon, en fait, tu vois. Donc, il faut apprendre à tirer les gens vers le haut et pas leur taper sur la tête. Qu'est-ce qui t'a amené à penser à me proposer ça? C'est ça. C'est ça. Oui. Parfois, t'as pas le temps, tu vois. T'as pas le temps de prendre des gants, t'as pas le temps, donc non, ton jaune, il est dégueu, chérie. et comment tu réussis, dans ces métiers de création, de créativité, comment tu réussis à transmettre? Est-ce que t'as quand même des gens qui arrivent autour de toi, qui vont te proposer un truc, et tu vas dire, mais ouais, ça c'est cool, ça c'est Sarah Lavoine, boum, tac. Ah ouais, beaucoup. Elles sont très autonomes, les filles. Je dis les filles parce qu'on est plus de filles que de garçons. Mais oui. Bon, je valide, je donne mais maintenant, quand même, les équipes sont super autonomes. Et il y a quand même il y a une Bible, Sarah Lavoine, il y a un truc que tu as le droit de faire, pas faire. Non, je sais pas, ce rose, c'est hors de question jamais ou... Non, il n'y a pas de Bible du tout. Non, du tout. On me lance plein de nouvelles couleurs. Là, on a lancé une dizaine de nouvelles couleurs avec ressources. Donc, non, il n'y a pas de Bible. J'essaye d'avoir une base de données quand même sur Pinterest, tu vois, qu'on ait nos tableaux, comme ça, si on gagne du temps. Elles savent ce que j'aime, la lampe qu'il faut mettre. On se renouvelle tout le temps, mais en tout cas, de ne pas partir trop loin. Et parfois, je les ressente vers ce que j'aime, moi, quand même, malgré tout, parce que ça porte mon nom et que ça doit ressembler à ce que j'aime. Mais j'ai des super équipes. C'est toujours bizarre d'entendre, j'ai fait rebondir sur ça porte mon nom, mais bon, c'est bon, on l'a fait tout à l'heure, d'entendre je lance des nouvelles couleurs pour des gens qui viennent pas du métier. T'as envie de dire, ah bon? Mais comment? Mais donc je reviens moi sur ça porte mon nom, c'est-à-dire que c'est là où parfois je m'énerve, c'est que je fais passer un message qui est un message sincère dans mes interviews, même aujourd'hui, sur le fait d'avoir des valeurs, d'être dans mon éducation, mais de répondre toujours. Moi, je réponds à tout le monde. C'est-à-dire qu'on m'écrit, que ce soit sur LinkedIn, mais en tout cas sur Instagram, je réponds à une personne à qui je ne réponds pas. Donc, je trouve que la base, même si on dit non à quelqu'un, c'est de répondre. Donc, quand je vois qu'on me relance par devant, par derrière, que d'autres personnes forcément ne répondent pas, je dis non, en fait, je ne peux pas porter cette parole-là et que derrière, des équipes ne suivent pas. Tu trouves pas ça hyper aliénant de répondre à tout le monde tout le temps?
qui passe des heures sur ton tel. Bah, j'y passe des heures, mais là, je vais le rallumer après 2 heures. Je vais avoir 50 mails. Je vais faire un message à mes enfants. Maman, mais t'es où? Pourquoi tu réponds pas? C'est vraiment, où que je sois, même à l'Élysée, je réponds. Genre. Attendez, pardon, c'est mon fils. Pardon, c'est ma fille. En fait, dans le bouquin, pareil. Il faut quand même voir que ces enfants ont plus de 20 ans. Moi, ça m'inquiète ce que tu me dis. Non, il y en a 14 et 17. Ouais, 14-17, mais bon. Mais moi, le jour où ils n'auront plus besoin de moi, je pleure. Ouais. Je suis contente qu'ils aient besoin de moi. Je l'entretiens même. Mais le jour où leur conjoint dira mais lâche un peu ta mère. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je fais des maisons, c'est pour les rassembler, pour les garder. Tu vois, pour qu'on soit tous ensemble avec les conjoints et que les conjoints soient hyper contents de venir. Dire, oh, mais c'est tellement sympa chez ta mère, elle est tellement cool. Donc c'est ça que ça se passe comme tous ça. Les conjoints ne seront pas comme ça, peut-être. Ça Écoute, me rajoute. je me le souhaite. Pour l'instant, ça va. Mais non, zut, qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as perdu. Moi, je te posais des questions sur un peu la Bible, Sarah Lavoine, les choses que tu pouvais faire, pas faire, etc. Mais parce que je te parlais notamment des couleurs après. Tu me disais, on a créé des couleurs. Oui, des nouvelles couleurs, des teintes, une dizaine de couleurs qui n'existent pas avec Ressources, toujours mon partenaire qui est vraiment un super fabricant français. Très belle maison de peinture. Et donc, on a lancé 10 nouvelles teintes, mais un rouge qui n'existait pas, un bleu outre-mer qui n'existait pas, un aubépine qui était une sorte. Mais c'est la question, tu vois, encore une fois, pour quelqu'un qui n'est pas dans le monde de la déco, un rouge qui n'existe pas, tu te dis, mais... Bah, sur ton code Pantone, il n'existe pas. Tu vois, c'est entre deux, peut-être. Mon bleu, tu ne le trouves pas sur un Pantone, il est entre deux numéros. Mais alors, la nuance, elle est infinie. Oui, et puis c'est surtout que c'est pas sur la même... surface, donc entre une peinture, une tasse, une céramique, un t-shirt ou un velours, il va pas sortir la même couleur. Mais ce qui compte sur ces 10 couleurs aussi, c'est l'association possible, c'est-à-dire que dans les 10, je peux toutes les associer les unes aux autres ou pas forcément? Pas forcément. Pardon, pas forcément, non. Je sais pas si tu regarderas, mais là j'ai fait une vidéo avec la nouvelle collection sur mon Instagram, et donc tu vois les couleurs et c'est très beau, enfin, elles sont très fortes, donc là on a fait un truc très immersif du sol au plafond. Qui marche avec la nouvelle collection, mais tu feras pas ça chez toi, ça reste du décor. Après, tu pourras avoir un mur d'une couleur, mais c'est super amusant à faire et à développer, d'aller vraiment dans le détail, dans le sens de la couleur. Voilà, donc. Et tu as évoqué Pinterest tout à l'heure. C'est un gros délire pour vous, c'est hyper important. Bah oui, c'est très important, mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est là où je vais me faire une formation, je vais me servir de mon compte formation auquel j'ai le droit, parce que je m'en suis jamais servi, pour me former à l'IA, je pense, quand même. Aujourd'hui, c'est un nouveau... il faut s'en servir. Ah, tu dis ça ici, mais oui, on est... et c'est sûr que sur la partie aménagement et les propositions, il va y avoir beaucoup de choses. Et surtout, comme ça permettra d'avoir des photos que tout le monde n'a pas forcément. Enfin, tu vois, des images, quand je te ferai des moodboards pour ta future maison, tu les trouveras pas sur Pinterest. Et moi qui ne sais pas dessiner au moyen, c'est génial. Ah là, ça va être... Donc ça, c'est ma prochaine... étape. J'ai quelques personnes à te présenter. Avec plaisir. Notamment nos amis de chez Fred et Farid. Fred Rayard, on a fait un épisode récemment sur la créativité et l'IA, et c'était vraiment quelque chose je vais écouter. De passionnant. Ouais. Sur ce podcast-là ou sur l'autre? Sur Génération Do It Yourself. Je vais écouter. Ils font ça depuis très longtemps, mais... et donc, c'est génial. Enfin, voilà. Donc ça, c'est... Je retourne à l'école, en formation. En formation. Ça sera ma première. Est-ce que tu as un livre à me recommander? Un livre que tu pourrais offrir à tout le monde, peut-être. Un livre pour le boulot ou un livre perso? Alors, pour le boulot, je dirais L'Art de vaincre de Phil Knight. Ah oui. J'adore ce livre. C'est L'Art de la victoire. L'Art de la victoire, oui. Et Extra. Extra, fondateur de Nike. Il l'a écrit pour ses petits-enfants. C'est vrai. Ouais. Et en préface, il dit voilà, je voudrais que mes petits-enfants connaissent la vie de leur grand-père. Il a écrit un peu. Et c'est exceptionnel. En fait, c'est une résilience folle, une passion entre. Même très lié au Japon aussi. Voilà. Et tu lis ça comme un roman policier. C'est incroyable, les hauts et bas de l'entrepreneuriat. En fait, tu dis, ça te rassure parce que tu n'es pas les seuls dans ces montagnes russes. Et que même au niveau dans lequel il était de Nike et tout ça, jusqu'au bout, quasiment jusqu'à son contrat avec Jordan, il est... all-in tout le temps. Tout le temps. C'est incroyable. Donc ça, j'ai hâte d'ouvrir. Et en perso, je dirais Just Kids de Patti Smith. Ouais.
tellement beau. Clem Tu l'as lu ou pas? Je l'ai pas lu. Oh là non. là, Ouais. tellement beau, tellement belle histoire d'amour et d'amitié, en plus dans les années, tu vois, 60-70, New York, Ok. là, c'est Vous me l'avez artistique, vendu, là. David Warhol, tu vois, Andy Warhol, tout ça, c'est vraiment Mapplethorpe. Et c'est deux jeunes qui se rencontrent sur un banc et qui deviennent Patti Smith et Mapplethorpe, donc c'est vrai que à lire, absolument. Tu es je sais pas si c'est une idole, mais je pense un exemple il y a quand même beaucoup de femmes qui quittent tout pour devenir décoratrices d'intérieur. Enfin, moi, j'en connais pas mal. Il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui vont devenir coach et ceux qui vont devenir décorateurs ou décoratrices d'intérieur. Toi, t'es pas exactement passé par là. T'as pas fait autre chose réellement avant. Enfin, t'as pas été cadre chez Dassault Systèmes avant de faire ça, mais je me suis jamais été en reconversion. Non. Mais à toutes ces personnes qui nous écoutent là et qui se disent qu'elle doit pouvoir me donner vraiment le conseil qui va faire la diff, je ne sais pas, non. Une fois de plus, je vais te faire envoyer par coursier mon livre cet après-midi. C'est le livre, toutes tes clés. Non, mais c'est le but du livre. C'est vraiment le but de ce livre, c'est que à force de faire des podcasts ou des forums de femmes, de participer à pas mal de forums ou à des réunions de femmes et de transmettre un peu parce que mon expérience à moi et quand même ma vision des choses, c'est Édouard qui m'a dit faut qu'on fasse un livre sur l'empowerment au féminin. Tout de suite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ce modèle-là. Et donc, c'est là où on a appelé Flammarion, Sophie de Closet, mon éditrice, et elle m'a dit banco direct. Donc, avec Anne-Sophie, vraiment, c'est un manuel de vie d'entrepreneuriat. Pour les femmes ? Pas que. Moi, j'ai une copine qui l'a lu et elle m'a dit tiens, je vais le faire lire à mon mec parce qu'il veut monter sa boîte, il ne sait pas trop comment faire et je pense que ça va lui rendre plein de services. Donc, je reçois beaucoup de messages de plein de femmes qui disent merci, voilà, j'ai lu le livre, c'est génial, ça m'a appris ça m'a permis d'oser, ça m'a permis de me lancer. Mais je vais l'acheter, hein, t'as pas besoin de me l'envoyer. Non, mais pas du tout. Si, Ce que je veux dire, c'est que... On va l'acheter. Quand tu me dis... mais ce qui peut m'intéresser pour que tu me le vendes, tu vois, c'est me donner quelques piliers de ce livre ou les petites qui vont donner aussi. Les bons partenaires, les bons machins. C'est... Après, moi, je crois beaucoup à la visualisation. Alors, c'est un peu mystique. Tu l'as dit tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas relevé, mais tu l'as dit et je vais t'expliquer. Mais vas-y, raconte-moi. Je crois à ce... Enfin, j'ai fait un coaching à peu près 7-8 ans. D'ailleurs, elle parle dans le livre aussi, Nissima. Comment s'appelle-t-elle ? Nissima Deyo. Ouais. Okay. Et c'est un coaching qui dure 6 semaines sur... Finalement, c'est la loi de l'attraction. C'est attirer à toi tout ce que... Tu deviens créateur de ta propre vie. Et donc, si tu visualises, tu te dis pas, tiens, je rêve d'une voiture rouge. Tu es au volant de ta voiture rouge. Donc, tu attires à toi tout le positif. Tu essaies de reprogrammer ton cerveau en enlevant le négatif. Parce que c'est plus facile de dire, oh là là, putain, j'y arrive pas. Ou dans tous les domaines. Hein. Moi, j'ai pas de mec, j'aurais jamais... Enfin, d'être très négative envoie des ondes négatives. Alors que quand tu as une aura et une énergie positive, tu attires à toi les gens. Je pense que... Je sais pas ce que tu en penses. Moi, tu me prends la pour première. Non, pas du tout. Alors moi, donc, il y a ce truc-là, et donc tu fais une liste. Enfin, avec elle, j'ai fait une liste de 10 résultats dans le domaine de l'impossible. À l'époque, je sais pas, c'était trouver des actionnaires, avoir une maison là, mais arrêter de fumer. Bref, il y avait pas mal de choses comme ça. Et finalement, tu te rends compte que à force de les visualiser, de les vivre avec, tu les provoques, tu arrives à les attirer. Donc, c'est pas magique, hein, tu restes pas sur ton canapé en disant, oh là là, je rêve de ça. Et non, tu enlèves et tu attires à toi ça. Et j'y crois beaucoup. Je pense que ça marche. Ouais, ça marche. La première qui m'en a parlé, moi, c'était Stéphanie Giquel, qui est une ultra trailleuse, qui faisait aussi pas mal d'aventures, Groenland, etc., etc. Et en fait, elle me parlait de visualisation des difficultés, en fait. Quand tu fais des grandes courses... tu visualises avant la course. Tu dois visualiser. Bien sûr, les grands sportifs. Voilà. Ça. Et donc, tu dois voir notamment qu'est-ce qui se passe si tout ça part en carafe, etc. Et donc, quand ça arrive, t'es pas au pied du mur, en fait. Tu te dis, OK, ce truc est prévu dans ma tête.
Et moi, j'ai fait depuis, donc c'est pour ça que je te prends pas du tout pour une tarée. Depuis quelques années, je l'ai pas fait, mais je faisais ça souvent au mois de juillet. Je l'ai pas fait cette année parce qu'on a eu un mois de juillet assez raide, mais avec le président Macron, avec le GR20 que j'ai fait à ce moment-là, les Jeux Olympiques et tout. Et en fait, je mettais mes objectifs de vie, enfin ma visualisation dans ma newsletter. Donc je l'ai donné à tout le monde. Donc ce qui me mettait une pression en plus supplémentaire pour faire les choses. Et moi j'aime bien ça. Et ce qui est drôle, c'est que je demandais aux gens qui nous lisent de me renvoyer en retour ça, parce que quand tu le mets de manière un peu publique ou que tu l'envoies même à une personne, il y a une forme d'engagement. Bien sûr. Et je trouve ça hyper intéressant, l'engagement. Moi, j'ai jamais montré à personne. Ouais, c'est l'étape d'après. Mais c'est intéressant. Et le côté public, c'est assez drôle. Tu vois, quand tu dis là, par exemple, mine de rien, cet hôtel, tu parles de ton envie d'aller dans l'hôtellerie. Ce que ça peut créer, déjà, ça te met un minimum de pression. Bien sûr. De dire, bon, ok, j'en ai parlé. Mais je ne l'ai pas encore complètement en tête, c'est pour ça que je pense que je ne l'ai pas, c'est que je ne le visualise pas suffisamment. Mais ce que ça crée, en revanche aussi, c'est potentiellement des gens qui vont venir vers toi et se dire, ok, Sarah, attends, moi j'ai ce projet, ou j'ai cet endroit, ou j'ai cette... Et donc, en fait, c'est là où je trouve que c'est intéressant dans cet écosystème de créateurs de contenu, dynamique, pour y revenir. Tu es créateur de ta propre vie, en fait. Tu vois. Donc... Et on te dit, la vie est un grand supermarché et à toi de faire ton marché à l'intérieur. Mais... Et c'est intéressant de se faire coacher aussi là-dessus, je pense. Bien sûr. Ou de le faire à plusieurs. Ouais. Parce que... T'as des coachs, toi, de ça ? J'ai eu des coachs. Et puis après, nous, on l'a fait aussi dans mon ancienne boîte. On avait fait un séminaire à Bordeaux, dans un endroit exceptionnel, un très bel appart. Et en fait, on s'était posé toute une demi-journée pour créer tout ça et se poser chacun sur les lignes de ce qu'on voulait faire dans l'année à venir. C'est très important. Ouais. Voilà. Donc moi, c'était des objectifs qui ne sont pas datés, mais c'est pas que ésotérique. Hein. On parlait des sportifs, mais chez les sportifs, il y en a énormément qui vont avoir ça, qui vont d'ailleurs après mettre en place des... Moi, j'essaye de dater quand même un minimum. Et bon, ça me oui, mais je pense que... Mais tu vois, très vite, ton cerveau parfois redevient dans le négatif, tu vois, reprend les angoisses du quotidien et tout ça. Et donc moi, là, j'avais tendance à me dire, il faut que je reprenne mes cours, le refaire toute seule. Donc, il faut que je m'y recolle parce que je me suis arrêtée à la deuxième semaine. Donc, je vais repartir à zéro. Mais c'est un vrai travail. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Enfin, ça prend beaucoup. C'est une gymnastique du cerveau qui n'est pas si simple. Ouais. T'es court. Mais d'enlever tout le négatif de ton cerveau. Surtout quand les temps sont compliqués. Là, tu vois, il faut absolument garder ça. Donc, voilà, je vais me les reprendre. C'est une nécessité quand t'es entrepreneur, non ? Ah bah oui. Quand t'es mère de famille, père de famille aussi, d'ailleurs, un minimum. Ah ouais, bien sûr. On va commencer la psychanalyse. Donc allonge-toi, Sarah, sur ma chaise dégueulasse. Bon, on va changer tout ça. Si t'avais l'occasion, une dernière question, de croiser Sarah... j'ai pris des notes. Je l'ai écrit. Ça, tu l'as écrit. Ouais, ça, je l'ai écrit. De croiser la jeune Sarah et que tu pouvais te glisser un petit mot à l'oreille. Peut-être à tes 20 ans, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, c'est marrant, j'ai l'impression de m'écrire une lettre à moi-même. C'est le cas. J'avais fait un podcast pour la Tribune avec Sophie qui m'a dit il faut écrire une lettre dans le podcast, c'est à qui tu veux. Donc évidemment, j'ai écrit une lettre à mes enfants. Donc je l'ai écrite très bien, tout ça. J'ai commencé à la lire, j'ai explosé en larmes. C'était impossible, j'arrêtais pas de pleurer, c'était ridicule. Donc là, je ne vais pas pleurer parce que je m'écris à moi-même. Donc je me dis, tu as tant à vivre, tant à créer, mais avant tout, souviens-toi de ça. Ose être toi-même. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ta singularité est ta force. Écoute ta voix intérieure, même dans les doutes et les moments critiques. Fais confiance à ton instinct, il est ton meilleur allié. Crée sans limite, ne laisse jamais la peur freiner ton imagination. Donc, prends soin de toi aussi, parce que le chemin va être intense. Et pour tenir debout, il faut prendre le temps d'aimer, de respirer et d'être près des gens que tu aimes. Sois patiente avec toi-même. Ça, je ne suis pas du tout patiente. Vraiment, j'ai une impatience totale. Encore aujourd'hui, je ne sais pas. Tu es patient, toi ? Ok, très bien. Et rêve grand, très grand. Et donc, c'est là où je reviens au coaching avec Nissima. C'est que ce coaching, ça m'a permis vraiment d'avoir, tu vois, des choses que je pensais être dans le domaine de l'impossible, qui finalement sont possibles. Voilà ce que je dirais à Sarah de 20 ans. C'est très touchant ce que tu as écrit. Et tu vois, mais plein de... Le rêve est grand, tu vois, moi, c'est quelque chose qui me parle. Et à la fois, je trouve que ça
ça me met plein d'injonctions. C'est-à-dire que tu rêves grand, donc tu peux pas être patient avec toi-même, ça va jamais assez vite. Tu vois, Tu es exigeant. Ouais. Oui. Mais tu vois, je dis ça à un de mes enfants, je dirais pas lequel, mais c'est pas facile, je pense aussi, d'avoir parfois des parents qui réussissent, 2 parents d'ailleurs en l'occurrence, et je t'es pas obligé, quoi. En fait, tu vois, tu peux avoir une vie aussi très simple. Si t'as pas envie, t'es pas obligé d'être dans la réussite, dans la fame, dans la lumière, quoi qu'il arrive. Ta vie peut être très simple avec pas des besoins énormes, vivre ailleurs, tu vois, faire des crêpes sur une plage, j'en sais rien, n'importe quoi. T'es pas obligé d'être dans une réussite totale. Oui, mais ça dépend ce qu'on appelle. Alors, c'est drôle parce L'important, que ton bonheur, si ton bonheur, il est ailleurs, et dans les choses plus de la nature et pas du tout matériel, c'est très très bien aussi. L'important, c'est que tu sois heureuse, quoi. je suis totalement aligné. Le fun fact, c'est que ma fille, Louise, mon aînée, a 12 ans, et elle m'a dit récemment un peu ça. Elle m'a dit que vous mettez quand même un peu. Enfin, Ça doit mettre la pression. Vous mettez quand même un peu la pression. Ouais. Sans le vouloir, je pense sans qu'on le leur met vouloir, la et pression. puis, mais moi, en fait, j'ai envie de. Elle me dit, j'ai envie de faire mieux. Ou je sais pas ce que ça veut dire, faire mieux. La remarque que je pourrais faire, c'est que si tu veux faire des crêpes sur la plage, moi, j'aimerais au moins livrer à mes enfants que tes crêpes sur la plage, ce soient des putains de bonnes bah crêpes, oui, tu vois. d'accord. Et que ce soit les meilleures de la plage, Oui, au moins. et que tout le monde fasse la queue devant tes crêpes à toi. Exactement. Oui, je suis d'accord. Tu vois, et si tu veux juste contempler le monde, genre être le meilleur contemplateur du monde, tu vois. Non, mais il y a un peu un. C'est peut-être plus ça. Donc, moi, oui, mais tu continues à vouloir être le meilleur. Mais ça peut être le meilleur du quartier, le meilleur de la plage. Ou en tout cas, non, c'est pas. Alors, et c'est intéressant parce que je rebondis sur autre chose. C'est que tu parles du regard des autres. Et ça, c'est pas la première fois que tu l'évoques aussi là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un chemin qui est fait. Mais quand tu parles d'être le meilleur, c'est qu'il y a toujours des tiers. Oui, où il y a une sûr. comparaison. C'est quelque chose qui est important pour toi, toujours ou encore ou... Non, je crois pas. Franchement, je crois pas. De moins en moins. Mais. Donc, tu peux rester sans être dans le top 100 AD encore quelques j'ai années. jamais été, donc si le jour où je serai, ça sera youhou. Peut-être que je visualise ça, tiens. Mais bon, il y a plus important à visualiser. Voilà. Déjà, tu vois, faire la couverture du L, par exemple, 4 années de suite, j'aurais jamais imaginé faire la couverture du L. Alors, je l'avais pas mis dans ma liste, hein, mais je trouve ça, j'étais hyper fière la première fois. Enfin, même la 4e d'ailleurs. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est ou des mannequins ou des actrices, il n'y a pas beaucoup de femmes d'affaires qui sont non. comme ça. Il y en a très peu, Ouais. en effet. Donc, c'est chouette. C'est ça plaisir. que je visualise, moi, être sur la couverture du L. Homme d'affaires. Alors là, je suis carrément dans l'irréalisable. Je suis en train de regarder, mais je vais aller regarder tout au fond de mon Insta. Mais je crois que je ne sais pas comment ni pourquoi. Mais sur un de mes tout premiers posts Insta, je vais le trouver, je crois là. Je crois que j'ai un L avec toi dessus. Ah ouais. Et ce serait quand même très drôle que je le trouve avant que je te laisse. Mais ça, c'est quand même, quand tu m'en parles, donc c'est quand même un accomplissement pour toi. Donc c'est le regard des autres aussi, encore, finalement, quelque part aussi. Oui, mais même regarde moi-même. Enfin, c'est comme quand tu gagnes un prix. Mon seul prix, c'est le prix Femme d'affaires Veuve Clicquot. C'était un coup. Oui, c'est le regard des autres, tu as raison. On te regarde différemment. Enfin, on te considère comme. On ne dit pas, tiens, c'est pas un passe-temps. Enfin, elle travaille vraiment. C'est une reconnaissance, plus qu'un regard des autres. Je trouve que la reconnaissance fait du bien. Et alors, il y a l'ignorance de certains, on en a parlé 2 fois dans des top 100 qu'on va plus citer, mais tu t'es déjà fait genre taillader, genre elle est nulle, elle est... Bon, de toute façon, tu n'en plais pas à tout le monde, mais je dois dire que les gens sont assez bienveillants avec moi, j'ai de la chance. J'ai l'impression, ouais. Ouais, je me fais rarement... Pourtant, t'es pas très sympa. Avec moi, avec mes chaises et tout, là, je le vis très très mal. Mais, bon. Mais non, c'est là où je dis, en fait, je suis pas du tout attirante, je suis juste franche, je dis les choses. Tailladé, pas trop, franchement, je m'en sors pas mal. Les gens sont bienveillants. Parce qu'ils se rendent compte que derrière, il y a du travail, c'est beaucoup de travail, et c'est beaucoup de travail d'élever des enfants. C'est beaucoup de travail de te lever tous les matins et de travailler, que t'as pas le choix. De toute façon, toutes les femmes ont quand même, malgré tout, je sais pas contre les hommes, mais j'imagine que tu es un père très impliqué. Mais malgré tout, c'est la mère, le rôle de la mère, c'est quand même un rôle, je me sens très mûr porteur, quoi. Donc, il faut jongler entre tout ça. C'est vrai, la charge mentale. C'est ça. La fameuse charge mentale, j'en sais rien. Mais bon, et en même temps, tu vois, j'ai pas du tout envie de m'en libérer. Donc,
Merci, Sarah. Alors attends, tiens, j'ai une dernière question. Ah, encore. Est-ce que... Non, toute dernière, elle va te prendre. Est-ce que si on vient avec un code DOIT sur le site sarahlavoine.com, Ouais. Maison sarahlavoine.com, est-ce que tu ferais une remise? Bah oui, je vais me faire engueuler parce que je vais dire oui, mais moi je dirais oui, forcément. Ok. Un petit 15% pour le oui. premier achat, par exemple. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ok. Je pense que je vais pouvoir te négocier ça. Vous me remercierez. Quoi. Merci. Bon, merci en tout cas. J'ai adoré cet épisode. Merci pour ton temps. Bon courage. Tu retournes chez Maison et Objet ou... Non, là, non. J'ai fini Maison et Objet. La Design Week, nous, on présente Place des Victoires chez nous. Notre nouvelle collection, notre nouvelle scéno. Donc, on a tous nos revendeurs qui viennent. Et alors, 2 choses avant de partir. Vous achetez ce livre, on vous met le lien. Voilà, je l'aurai avant vous, du coup. Je te l'enverrai quand même pour signature. Merci. Et puis, 2, poussez la porte des boutiques. Hein. C'est pas parce que on rentre, ce sont pas des showrooms, on rentre, on n'a pas... vous n'avez rien à acheter, au moins vous allez pouvoir vous inspirer, etc. Si vous n'avez pas les moyens, de toute façon, vous pouvez toujours aller chez Zara Homes. Non, mais il faut faire plaisir. Il y a des choses pas chères. Non, mais franchement... Il y a plein de choses pas chères. On fait hyper attention à la qualité et au prix. D'accord. Merci Sarah. Merci plus. À toi. Bisous à tous. Ciao. Si vous êtes nouveau sur ce podcast, abonnez-vous à la newsletter sur nos réseaux sociaux. On vous embrasse. Merci. Bisous. Salut.